I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Can she be late for her cinema show? Antoine Douanel, Antoine Douanel, Antoine Douanel, Antoine Douanel, Antoine Douanel, Antoine. Le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Parlez-vous, con de bime! Je suis un homme. Ah, personne n'est parfait. J'aime l'odeur du napalm au petit matin. Vous avez de la pâte? Vous avez du sucre? Alors avec la pâte, vous faites une crêpe puis vous mettez du sucre dessus? La mère suce des queues en enfer. And I am the best film director in the world. Salut les amis, c'est moi, Mickey. Et cette semaine, c'est un TCS spécial Disney. Oh, alors j'espère qu'on va célébrer ensemble la magie et je laisse la parole à Hugo pour une émission de folie. Oh. Eh bien merci Mickey, et donc bien le bonsoir chers auditeurs, et bienvenue dans ce 12e épisode de la saison 8 de TCS. On n'est pas rendu. Et j'espère que vous vous êtes rassemblés en ce début de mois de décembre sur nos ondes 102.2 FM ou sur notre chaîne Twitch. Comme l'a dit notre ami à grandes oreilles, moi c'est Hugo, et j'ai le plaisir de vous accueillir pour un épisode spécial sous le signe de Disney. Wouh! Ouais. Bon, Mickey est un rat comme tous les Américains. Ouais, bon, mes chroniqueurs ont pas l'air très chauds. Mes chroniqueurs ont pas l'air très chauds, mais je vais quand même vous les présenter. C'est parti. Elle nous fait l'honneur de sa présence exceptionnelle pour cet épisode. Alors, bande de vénards, dégagez le bazar, car vous allez voir ce que vous allez voir. Venez applaudir, acclamer la superstar. Fêtez ce grand jour, clochette au tambour. Venez acclamer l'idole. Roman, c'est bien elle qui est avec nous ce soir. Comment ça va, Roman? Ça va super, très content de revenir. Plus du tout habitué en vrai, mais c'est trop cool. C'est vrai qu'on t'avait pas vu depuis moult saisons. Voilà, je suis survivante. Depuis c'est un comeback. Depuis il y a 40 chroniqueurs différents. Voilà. Simon a été condamné 4 fois, enfin bref. Oui, normal. Classique finalement. Maxime a été condamné 16 fois. Oui. Le plus beau c'est lui, le plus costaud c'est lui, et personne n'a un coup de taureau comme lui, un caïd qui a du chien et des manières, et du chic et de la prestance. Demandez à Simon, Lucas ou Marie. C'est Jonathan qui est avec nous ce soir à la forme. Ok. Putain, moi j'avais parié sur Maxime. Moi j'avais parié sur Lucas, justement. Est-ce que ça va? Ça va. T'as vu que dans tous les cas on n'a pas dit que c'était toi. Oui, c'est vrai. Je sais pas comment je dois le prendre. Tu te sens, Jonathan? La musique c'était Gaston. Oui. Moi pour l'ego j'aurais dit Maxime, tu vois. Mais du coup Jonathan, est-ce que ça va? Ça va très bien. Il donne des frissons, c'est l'ami des rats. S'il prononce ton nom, c'est pas de chance pour toi. Il voit ton esprit et rit quand tu cries. Ne parlons pas de Maxime. Donc, voilà. Puisqu'on ne parle pas de toi, je ne te demande pas comment ça va. Eh bah ça va pas bien du coup. Tu vois, j'étais sûr, on commençait à se regarder avec Lucas il commence à se pointer, je dis non, si c'est négatif c'est moi. Mais du coup je suis terrifié par ce qui arrive. Et enfin, je voudrais lui dire je t'aime, mais comment lui avouer mon secret, mes problèmes, impossible, il saurait trop blessé. Car l'ours secret cache-t-il derrière tant de rancœur. Moi je sais qu'il est ce roi en exil qui règne de mon cœur. Comment ça va Lucas? C'est trop pipou. Je vais bien du coup. C'est un Alexandrin? Oui, c'est ça, oui. Ça rappelle des souvenirs de Cannes, ça. Ah oui. À la régie, on retrouve également nos Timon et Pumba de la technique avec Yanis au son, et à la vidéo Simon alias Dom qui atteint le score de 32 154 sur Doodle Jump en 2011. Donc on peut voir. Ouais, je suis pas au courant de ça. Simon, si t'es pas au courant, recherche ton Facebook. Non, son Twitter. Regarde bien ton Twitter. Ah oui. Regarde bien ton Twitter. J'ai un Twitter, j'étais même pas au courant. Avec Hugo, on est tombé dessus l'autre jour, on était mort de rire. Allez, d'ailleurs, on garde d'autres trucs pour d'autres émissions. Et d'ailleurs, je regarde cette belle brochette et je me rends compte que, vu la date du jour, on partage tous un point commun. C'est notre non-anniversaire à tous. Alors, un joyeux non-anniversaire à toi, à moi. Ta gueule, ferme ta gueule. Vraiment, non mais vraiment. Je me suis dit quand même, c'est Disney, on peut mettre un peu l'ambiance. Non. Ok, bon. Wow. Bon, ce soir, pour ne pas changer, 3 films au programme: The Utopie 2 de Jared Bush et Byron Howard, Begonia de Yorgos Lanthimos et Vie privée de Rebecca Zlotowski. Suite à cela, les tops de la semaine iront classer nos coups de cœur et nos coups de gueule et seront suivis de notre carte blanche où on parlera de notre rapport au cinéma en ces périodes de fête de fin d'année. On poursuivra avec le quiz de Lucas avant nos petites recos de l'équipe et notre conclusion durant laquelle il se passera des trucs, certainement. Pour l'heure, il est temps pour Maxime de faire ses pamphlets habituels contre l'extrême droite et pour le cinéma français avec ses news, et ça se passe tout de suite. Now, Buffalo's #1 news team. Good evening and welcome to Eyewitness News at 6. I'm Susan Ortega. And I'm Evan Baxter and here's what's making news. Et on commence avec le mercato de la semaine qui nous emmène fort
fort lointain. Alors que la date de sortie du film ne fait qu'être repoussée au fil des mois, le 5e opus de la saga d'animation Shrek continue toujours d'ajouter des têtes d'affiche à son casting. Les voix des précédents opus évidemment seront de la partie, comme Mike Myers pour Shrek, Eddie Murphy pour Lan et Cameron Diaz pour Fiona. On avait appris il y a quelques mois avec le trailer que Zendaya doublera Felicia, la fille de Shrek et Fiona du coup. Mais c'est seulement il y a quelques jours que l'on vient d'apprendre qui seront les deux célébrités qui devront doubler les deux autres enfants de notre couple d'ogres préférés. Il s'agit de Skyler Gisondo, que l'on a pu voir dans le dernier Superman de James Gunn, ainsi que Marcelo Hernandez, un comédien américain qu'on a vu récemment dans Happy Gilmore 2. Et qui sera à la tête du prochain Angry Birds 3 prévu pour 2026. Shrek 5, lui, est prévu pour 2027, sauf si la sortie est à nouveau reportée, mais cette news n'a aucune importance pour Hugo, qui ira évidemment voir le film en VF pour entendre Shrek avoir la voix suave de cher Alain Chabat. Et là, j'en connais un qui va bouder parce que j'ai parlé de James Gunn et Shrek pour Hugo, mais rien pour lui. Mais t'inquiète pas, Lucas. J'ai ce qu'il faut et je t'ai pas oublié, parce qu'on a des nouvelles concernant la saga Sonic. Voilà. Ah, bah c'est bien ça. Qui va s'offrir un 5e film. Alors que le 4e opus prévu pour mars 2027 n'est pas encore sorti, Paramount vient d'indiquer qu'un 5e long métrage serait en préparation. Tout porte à croire qu'il ne s'agirait pas d'une suite, mais plutôt d'un spin-off concentré sur le personnage de Shadow. L'antagoniste de Sonic 3 devrait donc avoir son propre film, confirmant l'intention de Sega de se lancer dans l'établissement d'un Sega Cinematic Universe et potentiellement relancer la guerre entre eux et Nintendo, mais cette fois-ci sur grand écran. Côté casting, tout porte à croire que Keanu Reeves, qui avait campé le hérisson ténébreux, reprenne son rôle, sortie prévue en décembre 2028. Hérisson ténébreux. Ouais. Et là, j'en connais deux autres qui boudent parce que j'ai pas fait de news qui parlent de choses qu'ils aiment. Voilà. Bon, bah, ça changera pas. Plus sérieusement, cette semaine, on a appris que le court-métrage d'horreur Portrait of God, posté sur la chaîne YouTube de Dylan Clark, un vidéaste spécialisé dans l'horreur, va avoir le droit à son adaptation en long-métrage sur grand écran. Le film sera produit par Universal et le scénario sera signé par le jeune réalisateur accompagné de Joe Russo. Oui, le gars derrière Avengers Infinity War et Avengers Endgame. Et pour ceux qui n'ayant pas vu le court-métrage sur YouTube, le scénario est le suivant. Une étudiante chrétienne, durant la préparation d'un exposé sur un portrait de Dieu, est dérangée par des entités surnaturelles. La date de sortie reste à confirmer, mais le film serait annoncé pour 2030, de quoi se laisser largement le temps de voir le court-métrage original gratuitement sur YouTube. Une petite réaction sur ce mercato? J'ai plusieurs petites réactions. Déjà, ouais. on ne sait pas du tout si ça va être un film sur Shadow. Bah, moi, j'avais lu qu'en l'occurrence, il y a un 5e film qui avait été annoncé. Les rumeurs porteraient à croire que c'est pas une suite. Et les gens... En fait, ils ont annoncé un movie event Sonic, genre en gros un film dans l'univers de Sonic, mais c'est sûr que c'est pas une suite. Ok. Donc ce sera un spin-off, mais on sait pas sur quoi ce sera, quoi. Mais peut-être ça sera peut-être plus un spin-off sur Sonic 4. Ou sur Knuckles aussi qui était apparu dans Knuckles, il y a une série. Ouais. Il y a une série. Peut-être un truc, je sais pas. Mais est-ce qu'on s'en fout pas un peu en fait? Non, on s'en fout pas. Sonic en fait, pardon, on parle de vrai cinéma. Du moment où il y a pas de Jim Carrey, on s'en branle complètement. Nous on parle de vrai cinéma, peut-être un truc sur Robotnik, tiens. Et du coup, et sinon, Portrait of God, le court-métrage est incroyable. Donc, tu l'as vu du coup? Ouais. Ça me donne très envie. Alors, le scénario, c'est plutôt, en gros, elle découvre à quoi ressemble vraiment Dieu. Ah oui, c'est intéressant. C'est plutôt ça. Et c'est assez extraordinaire. Et bien à moi. Et pour. Dieu ressemble à lui. Ouais. D'accord. Je sauve sa blague un petit peu. Et du coup, Shrek? Moi je sais pas, je suis un peu mitigée à voir. Je me disais normalement le 4 c'était la der. Bon, qu'est-ce que ça va nous donner? Surtout que le visuel dans le trailer faisait très peur. Très bien, rien à voir avec les autres. L'animation elle a changé depuis 15 ans, donc oui, c'est différent, c'est sûr. L'animation il a changé. C'était mi-Astérion, mi-Kylian Mbappé, il y avait rien qui allait. Bon bah on enchaîne tout de suite alors. On enchaîne ces news avec la naissance d'un autre Cinematic Universe. Alors autant le Nintendo Cinematic Universe ou le Sega Cinematic Universe, on l'avait vu venir, mais le Fortnite Cinematic Universe, c'était pas dans mon bingo 2025. En effet, le jeu vidéo multiplie depuis ses dernières mises à jour l'apparition de contenus cinématographiques, et pas des moindres. Après toute une saison consacrée aux Simpsons, ce ne sont pas moins que Paul Thomas Anderson ou bien encore Quentin Tarantino qui font leur entrée au sein du jeu du studio Epic Games.
Alors pour le premier, il s'agirait d'une suite jouable, ou du moins une extension du dernier film One Battle After Another, qui serait disponible dans un mini-jeu intégré. Et pour le second, il s'agit tout simplement de la diffusion dans le jeu du court-métrage d'animation Yuri's Revenge, appartenant à l'univers de Kill Bill. Ce mini-film, réalisé en motion capture avec Uma Thurman et en partenariat avec Fortnite, doit être présent dans le film, réunissant les deux parties de la saga Kill Bill, qui s'intitulera The Whole Bloody Affair, dont la sortie n'est prévue qu'aux États-Unis le 5 décembre. J'ai une question. Qui a hâte de voir Jonathan galérer à sortir sa Scar légendaire et à construire des murs en bois juste pour jouer au mini-jeu de Paul Thomas Anderson? J'ai rien compris à ce que tu viens de dire. Non, mais il n'y a pas besoin sur Fortnite quand il y a un mini-event de jouer au Mad Battle Royale pour y assister. Complètement, donc, je suis totalement d'accord avec toi, Hugo. Mais moi je suis trop vieux. Mais du coup, quid de l'implantation du monde du cinéma dans Fortnite? C'est étrange, mais après, quand on voit les dingueries que peut faire l'Unreal... Il y a Simon qui parle. Non. Quand on voit les dingueries que peut faire l'Unreal Engine... J'entends des voix. Non, mais il y avait la démo de Matrix il y a pas longtemps qui était magnifique. Mais il y a eu le clip des Daft Punk là, pour Contact qui était sublime. C'est très cool. Après, moi j'ai plus envie de voir l'intégrale de Kill Bill plutôt que juste le court-métrage fait sur Fortnite. Mais c'est cool qu'il y ait des ponts qui se créent aussi et qui permettent de créer des nouvelles Sachant qu'il y avait déjà eu plein de trucs auparavant sur Fortnite, on avait eu des concerts de grandes célébrités, de grands rappeurs, de grands chanteurs. Ça devient totalement l'oasis de Ready Player One par contre. Complètement, ouais. Mais est-ce que ce serait pas un peu cool ça? Voilà. Ouais, c'est un peu cool. Yuri's Revenge, cool. Dans Ready Player One, il dénonce le capitalisme aussi quand même. Oui, mais c'est quand même un peu cool. Ouais, après ça reste. T'es un esclave du capitalisme. Oui. Perso, Yuri's Revenge. Oui, non, mais ça un fait peu envie. Cool. Moi, j'aime bien. Surtout qu'on va pas avoir quelque chose de Tarantino avant plusieurs années, donc bon, ça fait plaisir. Ouais, c'est pas faux. Et ben, on verra ça tout de suite. Alors, Et on termine cette page de news avec une diversité qui se meurt. Bon, alors, c'est un secret pour personne que l'égalité d'accès à l'emploi entre les hommes et les femmes, c'est pas vraiment la joie. Et c'est également pas un secret que l'accès au métier du cinéma pour les femmes, c'est pas non plus folichon. Alors, à votre avis, moins et moins, est-ce que ça fait plus? Eh ben, c'est absolument pas ce que montre une étude publiée mercredi dernier par le CNC, selon laquelle la part des femmes réalisatrices en France n'a jamais été aussi bas depuis 5 ans. En 2024, 62 films ont été co-réalisés ou réalisés par des femmes, contre 64 en 2023 ou encore 69 en 2022. Cela représente non seulement 24,2%, soit moins d'un quart de la production de la cinématographique française, mais ce constat est d'autant plus alarmant qu'encore aujourd'hui, près de 70% des films réalisés en France voient une large majorité d'hommes au poste clé, tandis que les femmes sont souvent reléguées au poste de second plan, à faire des cafés ou à se faire agresser sexuellement si elles sont sur un tournage avec Depardieu, Harry Habitant, ou les deux en même temps si elles sont sur un film de merde. Une occasion de rappeler que des réalisatrices françaises, ça existe, et des bijoux cinéphiles comme Julia Ducournau, Justine Triet, Louise Courvoisier, Jeanne Herry, Agnès Jaoui ou encore Zabou Breitman doivent être préservées pour permettre au monde du 7e art d'être ce qu'il doit être, c'est-à-dire inclusif et représentatif d'une société qui se porte bien. Voilà, est-ce que vous avez une petite réaction? C'est affligeant. Alors, j'ai pas voulu faire une liste trop longue non plus parce que sinon on va y être encore dans 50 ans, mais voilà. Vive les femmes, quand même. Voilà. Merci Maxime. On adore Maxime, merci. Un homme blanc défend les femmes en direct. Ouais. Il y a eu quand même une petite annonce qui a été faite pour essayer d'aller dans l'autre sens parce qu'en fait, depuis 2019, il y avait eu des bonus mis en place pour les films où il y avait, par le CNC, donc pour les films où il y avait des chefs de poste qui étaient des femmes. Mais ils ont remarqué donc, dans cette étude effectivement que maintenant ça fait plus la différence. Et donc il y a le président du CNC qui a dit là dans la semaine, je crois que c'était mercredi ou jeudi aussi, dernier, qu'ils vont mettre en place un malus normalement maintenant pour éviter qu'il y ait que des équipes de mecs aussi. Alors je me demande aussi si c'est pas une façon pour utiliser le malus pour ensuite financer le bonus qu'il y a derrière. Mais voilà, donc ils vont essayer de mettre d'autres choses en place. Le plus concernant, ça reste quand même qu'on est obligé encore aujourd'hui de porter atteinte aux finances et surtout de toucher à l'argent pour qu'on en arrive au stade où on arrive à une parité, à une égalité entre les hommes et les femmes. C'est quand même fou qu'on doive en arriver à des extrêmes là, surtout à des trucs aussi cons. Ouais. Voilà. C'est mes news, c'est terminé. Ah ok, d'accord. Voilà. Merci Maxime pour ces news. C'est désormais l'heure d'ouvrir les débats de la semaine.
Pour rappel, nous débattrons de 3 films ce soir, Zootopie 2, Bugonia et Vie privée, et débutons les hostilités de cette semaine avec le dernier né des Walt Disney Animation Studios, Zootopie 2, suite du film de 2016 qui avait empoché l'Oscar du meilleur film d'animation, uniquement pour des raisons créatives bien sûr, et était devenu le Disney préféré du grand patron, même si ça on s'en fout un peu. Bon, vous savez quoi, après tout, Disney c'est quand même plutôt toujours un rêve, et j'ai un truc à ce propos. Oh putain. Oh merde. C'est pas possible. Je vais t'offrir un monde aux mille et une. Non, stop. Mais vous êtes chiant. Qu'est-ce que c'est que moi c'est joli, hein. Je vous fais des karaokés, laisse-nous chanter. Jonathan, écoute-moi bien, la prochaine fois, on le laisse faire. Je te jure. Moi, je suis rempli de malaise. Regarde Yannis. Personne va les arrêter. Il y a 3 minutes d'instru, et il faut les remplir, tu vois. La prochaine musique, il faut qu'on les laisse faire. Non, parce qu'après, c'est moins de temps de débat. Il y a un timing aussi. Non, mais surtout, Roman, je crois qu'il était vraiment parti pour faire un truc toute seule. Là, c'est juste parce que Hugo chantait. Hyper chaude là. Bon, puisque vous êtes rabat-joie, bref, après Wish en 2023 et Vaiana 2 en 2024 qui avaient laissé nos chroniqueurs plutôt circonspects, ce nouvel opus de la saga préférée des Furries a-t-il convaincu nos cinéphiles blasés autour de la table? La réponse après la bande-annonce. Welcome to Partners in Crisis. I'm your therapy animal, Dr. Fuzzbee. Greg, we talked about that. What are we making Merlin? Uncomfortable. Yes. And Francine, Clark may be a mouse, but he is your partner first. And we have 2 new partners. Can you tell us about your journey to Dysfunction Junction? Well, we've been official partners for 1 week at the anniversary. And we are functioning fine, better than fine. And we did sort of save the city, so us being here kind of seems like a huge misunderstanding. Notice how she answered first, did not allow her partner to speak, and taps her foot when she's suppressing discomfort. And observe the source of her discomfort, represented by the disconnected affectation of her emotionally insecure partner. Oh. But for now, we begin by greeting our teammate. Okay, unfortunately, Karen has chosen to see Joel's smile as a sign of aggression. Hackles down, Karen. Karen, hackles down. Someone get the hose. Bunny, Fox, this is a make or break assignment. Fail and I will split you up. No snake has set foot in Zootropolis in forever. Hops and Wild? Wild and Hops. The dream team. Sorry, Paul. 1, 2, 3, 4. Keep sticking me right now. Stop in the name of the law! I'm really sorry. No. Stop pulling my ears, stop pulling my ears. Never pull up on his ears. I have to help my family. Cannonball! You know, this is not your worst idea. Wow, that was almost a compliment. Your worst idea is what you did with your ears. Dans cette nouvelle aventure signée des studios d'animation Walt Disney, les agents de police Judy Hopps et Nick Wilde doivent suivre la piste sinueuse d'un mystérieux reptile qui arrive à Zootopie et met la métropole des animaux sans dessus-dessous. Pour résoudre l'affaire, tous deux doivent se rendre sous couverture dans des quartiers inconnus de la ville. Cette mission va mettre à l'épreuve leurs relations personnelles et professionnelles comme jamais auparavant. En VO, on retrouve Jennifer Godwin, Jason Bateman, Idris Elba, Kiwi Kwan, Fortune Feimster, Shakira, Quinta Brunson, Michael J. Fox, Jean Reno, Patrick Warburton, Nate Torrance, Jenny Slate, Bonnie Hunt, Don Lake, Andy Samberg, David Strayham, Brenda Song, Macaulay Culkin et Maurice Lamarche. Et en VF, Marie-Eugénie Maréchal, Alexis Victor, Baptiste Le Caplin, Pascal Elbé, Jean Reno, Olivia Lucioni, Clara Soares, Claire Kaim, Fred Testo, Isabelle Desplantes, Pascal Casanova, Manuel Tadros, Loubna Gourion, Laurent Gris, Hervé Bellon, Virginie Kartner, Guillaume Lebon, Jean-Claude Donda, André Antoine et Mister V bien sûr. Ah, merci. Lucas,
Ah oui, j'ai pas dit en VO parce qu'il va s'énerver, sinon il y a CM Punk et Cody Rhodes qui font. Non, Roman Reigns, c'est pas Cody Rhodes. Et oui, Roman Reigns, voilà, parce que sinon il va s'énerver. Lucas, qu'est-ce que tu as pensé du film, toi qui es un peu le Nostradamus de cette émission? Le Nostradamus. Pourquoi est-ce que j'ai le droit de ce titre? Ah oui, c'est vrai que tu avais prédit quelque chose avant qu'on voit le film. Mais si tu veux, dis-le maintenant, comme ça c'est fait. Alors avant qu'on voit le film, Lucas avait prédit le twist. Ouais. Sans savoir. Ouais, en fait, mais c'est même pas le twist, c'est que j'ai dit cet animal sera le méchant, et je savais pas. Et le film s'est lancé, et cet animal était le méchant. Non seulement c'est le méchant, mais en plus il était même pas apparu, c'est ça le pire. Non, et puis on le voit pas sur les affiches, donc enfin vraiment. Donc voilà, c'était du cul. Non, mais je trouve que c'est cool de revoir Disney à ce niveau-là en fait. Parce qu'on a eu Wish et Vaiana 2, et c'était vraiment, comme tu le disais, ça nous les a laissés circonspects. C'était pas terrible. Et là, revoir Disney venir avec un film, déjà, c'est un truc que tu m'as dit à la fin du film, avec lequel je suis très d'accord, c'est t'as l'impression que les gars qui font Zootopie, ils carburent à autre chose que les gars qui font les autres films. Ça va tellement vite, c'est tellement rythmé, c'est tellement beau, tellement... en fait, c'est tellement plein de choses. C'est-à-dire que t'as des références tout le temps, mais ça oublie jamais l'histoire. Enfin, c'est un très très beau film, je trouve. C'est un très beau divertissement et c'est un très beau Disney. Visuellement, bon, on arrive à un moment où c'est plus la peine de mentionner le fait que c'est très beau. Mais même en termes d'histoire, on en avait parlé avec Simon qui disait que le film se répétait un peu par rapport au premier. Et c'est vrai que la structure du film répète un peu celle du premier. Mais je trouve qu'on s'en lasse pas. C'est pas, on s'ennuie pas devant. C'est jamais tant attendu que ça. Je trouve que moi, le twist, alors effectivement, même si j'ai prédit, je trouve que le twist était pas si attendu que ça. Je trouve que ça marche bien, tout fonctionne bien en fait, tout le film fonctionne bien quoi. Et la thématique est assez audacieuse quand même aussi, de parler de colonisation, alors ça pourrait être casse-gueule. Moi je trouve qu'ils s'en sortent pas trop mal quand même. Oui, carrément. Jonathan, toi qu'est-ce que tu en as pensé? Bah écoutez, j'avais très peur, justement après des films comme Vaiana 2 qui en fait se vautrait un petit peu. En plus il y avait eu l'histoire de cette série et après voilà, donc j'avais très peur de l'annonce du projet, sachant que j'aimais beaucoup le premier, et j'avais peur surtout que ça dénature aussi l'objet du premier. Et qu'est-ce qui était la réussite du premier? C'était son fond politique qui était quand même assez malin, l'énergie du buddy movie, le fait que ce soit très drôle, la richesse de l'univers. J'avais un petit peu peur de ça. Et en fait, le film, s'embarrasse pas de la présentation de l'univers parce qu'on le connaît déjà. Et du coup, ça lui permet de commencer direct pied au plancher et d'explorer, alors à peu près les mêmes, un même fond politique, mais avec, comme tu disais, une variation qui est quand même assez intéressante et assez profonde quand même. On parle de colonisation, on parle de justice sociale. Enfin, effectivement, c'est pas expliqué comme ça, mais c'est relativement bien écrit pour que le film touche à peu près tous les publics. Et puis qu'est-ce que c'est drôle quoi. Oui. Vraiment genre la rythmique de comique du film, ça faisait longtemps que je m'étais pas marré devant un film d'animation comme ça quoi. Et je trouve que à la fois, ce mélange à la fois d'avoir des sujets aux thématiques très sérieuses, très profondes, traités aussi avec cette légèreté, cette énergie, ce rythme, en vrai je vois pas comment on peut passer un mauvais moment devant. C'est vraiment pourvu qu'il continue à faire des choses comme ça, vraiment c'est super. Il y a des gags très inattendus aussi, je pense à la petite référence à Shining. Oui, je voyais pas du tout venir. Et en fait quand tu revois le film et la première fois que tu vois le manoir, en fait tu vois complètement le labyrinthe en fond. Oui, et puis même ça, dans le premier, il y avait aussi des références, et je trouve qu'ils sont très très intelligents sur la manière de les utiliser, parce que c'est pas trop lourdingue non plus. C'est suffisamment. C'est pas gratuit. C'est pas gratuit, c'est pas lourdingue, c'est pas de la fanfiction quoi. Ouais, et puis ils arrivent toujours à le calibrer en termes de temps sans que ce soit trop lourd, genre des petits clins d'œil. Ouais, il y a plein de petits clins d'œil, ne serait-ce que par exemple les personnages que Lucas doit bien beaucoup aimer, là, les zébros. Il y en a un qui est habillé en Axel Follet dans le flic de Beverly Hills, où la ref à Ratatouille elle fonctionne super. Elle est incroyable. Elle est assez drôle de le faire dans ce film là quoi. Même quand les personnages regardent du streaming et que c'est que des parodies de films Disney avec des animaux, c'est très drôle. Roman, toi qui parles beaucoup depuis tout à l'heure, qu'est-ce que tu en as pensé? Oui, c'est vrai. Je rejoins Jonathan, c'était très drôle, mais moi non plus, je ne m'étais pas autant marrée devant un film Disney. Putain, comparé à Wish, c'est pas pareil du tout, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas niais, en fait, je trouve. Il n'y a pas de naïveté. Enfin, c'est pas. Ouais, encore une fois, c'est pas niais. On aborde de vrais sujets de racisme, de discrimination, même si, encore une fois, c'est pas amené comme ça. Les références, encore une fois, très bien incrustées. J'aime beaucoup la relation entre. J'ai oublié leur prénom. Nick et Judy.
dit. Merci, voilà. Le renard et le lapin. Le renard et le lapin, voilà, on dirait une comptine. Mais en fait, j'aime bien aussi cette remise en question de Judy aussi, ce qu'elle traverse, qu'elle se rende compte que en fait, y a une dynamique dans la relation qui marche pas, qu'en fait, on se rend compte que c'est aussi un truc familial aussi, c'est un peu mis sous le tapis, mais que voilà, il y a un héritage de sa famille qui fait qu'elle est un peu comme ça actuellement, et j'aime bien. Et la fin, elle est magnifique quand ils se parlent à cœur ouvert, c'est super. J'espère que j'en dis pas trop, mais non, c'est super. J'ai passé un très très bon moment et j'ai très envie de le revoir, franchement. J'ai pleuré, moi. Qui a pleuré? Non. Allez, je suis tout seul. Ouais. Non, mais c'est pas grave, c'est le stylo carotte qui m'a eu. Moi, j'ai une petite nature. Non, moi, je le dis, le stylo carotte m'a eu. J'ai ri comme un cochon. Je trouve quand même que le film a quelques longueurs. J'avais l'impression que le passage dans le chalet, je me dis juste après ça va être le climax, et non, il y a encore 30 minutes de film derrière. Et c'est vrai que 1h50, le film est un peu long pour un Disney qui est plus autour des 1h30-40. Ouais, mais moi je trouve que le rythme il marche super, parce que ça s'arrête jamais aussi, ouais. Ça s'arrête jamais, le film attrape, et après c'est vrai que le twist est peut-être un peu prévisible. Moi je t'ai pas énormément surpris, mais en fait j'ai l'impression que c'est même pas, enfin on s'en fout quoi. Le film est tellement riche sur d'autres aspects que c'est pas très grave de voir arriver un petit twist alors que le film a tellement d'autres choses à raconter. Ça reste un film d'animation, quoi. Le twist il est censé être pour les enfants aussi à la base. Donc... Mais il a tellement d'autres choses à offrir, tellement d'autres choses à raconter qu'au final, moi je me satisfais pas de peu parce que c'est beaucoup, quoi. Après, on est hyper positif depuis tout à l'heure. Je voudrais un peu tempérer ça dans le sens où. Le film. Le rabat-joie. Le film, ça fait 10 ans qu'il y a eu le premier. Moi, je suis un grand fan du premier. Vous l'avez vu si vous nous suivez sur Instagram. Je suis un grand fan du premier, que je trouve c'est le meilleur Disney. Pour tout ce que tu as évoqué, Jonathan, en introduction de ton propos. Mais là, le problème, c'est que, comme l'a dit Lucas, il se renouvelle pas. Et en 10 ans, on se dit, mais s'il vous plaît, renouvelez-vous au moins sur le scénario. Oui, c'est prévisible le twist, parce que en fait, il est calqué sur le premier épisode où c'est le personnage le moins cramé qui est en fait le grand méchant. Donc c'est toujours pareil. Il rejoue aussi les mêmes poncifs du buddy movie en continu. Tu parlais, Roman, du truc sur ils font une thérapie, tout ça, mais ça c'est aussi un classique du buddy movie, de voir des personnages aller en thérapie et parler de leurs problèmes. Donc c'est ça qui est un peu dommage, c'est qu'ils s'éloignent jamais de tout ce qui a été déjà fait dans ces styles de films avant, et c'est un peu c'est un peu le reproche que j'ai envie de lui faire, même si je trouve qu'à côté effectivement c'est très drôle, c'est très rythmé, et on prend du plaisir à le voir, et les références elles font grave plaisir. Mais il y a un petit truc de 10 ans d'attente pour ça, c'est un peu dommage. Oui, mais est-ce qu'on n'a pas besoin d'un film comme ça qui parle de colonisation actuellement, finalement, et qui parle à tout le monde? Soit aussi un peu feel good, qui soit dynamique, non, franchement. C'est tellement feel good, par contre, vraiment. C'est pour ça que juste après on va parler de Bugonia. Mais c'est dingue de les avoir enchaînés. Parce que tu sors de Zootopie, t'as une joie de vivre, t'es heureux. Peut-être que tu voyais pas le même jour. Tu sors de Bugonia, t'as un peu envie de t'ouvrir les veines. Faites-vous Bugonia et après faites-vous Zootopie. Ouais, mais voilà, pas dans l'autre sens. Faites-le dans ce sens-là. Parce que moi je l'ai fait dans l'autre sens, et du coup j'étais trop heureux en rentrant de Bugonia, et après j'ai fait une tentative de suicide. Donc, enfin encore, mais voilà. Mais non, moi je riais nerveusement, moi c'était super. Tu riais nerveusement. J'adorais. C'est un peu méprisant de dire je riais nerveusement. Non, mais en fait j'étais en mode qu'est-ce que je viens de regarder, c'est super. Je parle de quoi? Bugonia, pardon. Pardon, je suis trop vite. Ouais. Personne, non, Maxime, peut-être toi qui adore la politique. Non, mais moi j'aimerais bien en parler puisque je n'ai pas encore pu placer un mot depuis le début. Est-ce que t'as adoré le cheval qui ressemble à Fabio Lanzoni? Putain, oui. J'ai pas la ref. De Fabio Lanzoni? Non. Si, le gars aux cheveux longs qui... Regardez Fabio Lanzoni, cherchez Fabio Lanzoni. Pour moi, il ressemblait pas à Fabio Lanzoni, moi je l'avais comparé à Schwarzenegger. Oui, mais alors, c'est le but de la métaphore. Mais physiquement, c'est pas Schwarzenegger, tu t'en rends compte? Oui. Mais c'est très drôle le gag où il doit compter et il compte avec les sabots aussi. Oui. Mais quoi qu'il en soit, non, en fait, moi ce que je saluais surtout dans le premier film, c'était la créativité, d'à quel point ils arrivent à adapter une architecture, que ce soit par les bâtiments ou par le mode de vie des humains, à l'échelle des animaux. Et je trouve que dans ce film, on l'explore encore parfaitement bien, et qu'on arrive même encore à aller plus loin, à aller plus en profondeur, avec notamment tous ces biomes là où on sort vraiment de cet espace de la ville, et on nous offre encore plus de créativité, et ça se voit vraiment. C'est ce que disait Jonathan, que vraiment il carbure à autre chose. C'est moi qui c'est toi qui dis ça, pardon, c'est Lucas. C'est à la base c'était moi aussi. Mais en fait, vous avez tous dit des trucs bien. Moi, j'ai plus grand chose à dire, mais oui, complètement. Le fait que ça soit clairement de l'antiracisme, de l'anticolonialisme, complètement, c'est complètement assumé, et c'est juste magnifique, et c'est
des dessins animés comme ça qu'on veut voir. C'est des magnifiques films d'animation comme ça. Et puis, alors en plus, moi les rêves je les avais parce que j'ai quand même eu. T'es un grand cinéphile. Voilà, non pardon. Je précise quand même que Hugo m'a dit ouais, il y a des rêves que t'auras pas. Et franchement, le labyrinthe de Shiny avec la musique, je l'ai eu quand même. Franchement, elles sont toutes accessibles. C'était le même de Leonardo DiCaprio dans Once Upon a Time. Mais par contre, non, il y a même des vannes qui sont recyclées et surtout, ça c'est je trouve intéressant, ils ont réussi à recycler quasiment tous leurs personnages secondaires du 1 dans le 2. Flash, c'est toujours trop drôle. Mais même quand ils font des caméos. Oui, bah par exemple, t'as le naturiste et la petite loutre. Voilà, les deux sont là. La petite loutre qui revend des faux films Disney au marché au black. C'est pas une loutre, mais c'est pas grave. Bah c'est quoi, c'est une espèce de, c'est un furet. C'est une hermine, je crois. C'est une hermine et les zoologistes un animal à poil. La loutre, c'est celui qui se fait kidnapper dans. Enfin, c'est un animal à poil et enfin ils arrivent vraiment à chaque fois à être ultra créatifs et vraiment à. Mais par contre, c'est vrai qu'effectivement, il y a peut-être une répétition par rapport au scénario du 1. Mais ça n'empêche que on s'en fout. Après, des fois, quand ils réutilisent leurs idées, c'est vraiment leur meilleur. Parce que je suis désolé, mais la musaraigne qui imite Marlon Brando et qui ressemble à Martin Scorsese, c'est quand même une super idée. Ça, j'en pouvais plus. C'était incroyable. Et Shakira, juste rien à voir, mais Shakira, juste. C'était très drôle. Gnouchi, c'est les Gucci, mais avec des gnous dans le film. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Non, franchement, il y a les placements de bouche. Enfin, t'as tellement de jeux de mots. Les placements de produits et tout à droite à gauche avec le jeu de mots. C'est vrai que je me rends compte que là, en disant, bon, j'étais quand même un petit peu fatigué quand j'ai vu le film. Il y a des chants, il y a des vannes où je suis passé un peu à côté. J'ai très envie de le revoir. Comme le premier, il y a plein de gars que tu dois rater au premier. C'est pour ça qu'on disait qu'il carbure à autre chose parce qu'il y a des trucs tout le temps dans les décors, dans les costumes, tout le temps quoi. C'est super impressionnant. Je trouve qu'il y a une attention au détail. Et... Je suis curieux de voir aussi comment le très jeune public pourrait être réceptif à ça, mais c'est vrai que c'est assez intelligent sur l'écriture de susciter, comment dire, la notion d'injustice quoi, parce que c'est vrai que si on s'attache à ces personnages là, quand on voit ce qui se passe dans tout le déroulement, il y a vraiment un truc d'injustice qui se révèle et je trouve ça assez malin justement de parler de ces thématiques parce que c'est sûr que c'est pas un enfant de 3, 4 ans ou 5 ans qui va dire la colonisation c'est pas très très bien, mais au moins qu'il y ait un sentiment d'injustice qui s'opère et qu'ils comprennent en gros qu'il y a plein de choses qui se passent et après bon peut-être plus tard il fera le pont avec le monde d'aujourd'hui mais je trouve ça assez malin quand même en termes d'écriture et ça pourrait même des fois se rapprocher plus d'un Pixar et je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui font justement Zootopie était beaucoup pris pour un Pixar. Oui, on me l'a beaucoup dit aussi et donc du coup c'est vrai que c'est assez étonnant quand on voit l'état des lieux de la production Disney globale avec j'ai l'impression que c'est limite un peu un ovni actuellement Zootopie dans la production globale Disney. Quand on regarde les prochains projets, il y a X dont on ne sait pratiquement rien qui est censé sortir l'année prochaine et les prochains projets c'est La Reine des Neiges 3 et 4. Ouais, c'était assez, comment dire, ça peut être bien, mais c'est souvent un peu inoffensif, alors que là, il y a un vrai fond, quoi. Après, le 3 va arriver très vite. Oui. Le 3 va arriver très vite. Mais c'est ce qui me fait peur aussi, c'est que de ce côté-là, ça devient très mécanique. C'est nouvelle espèce d'animal. Oui, c'est ce qu'on disait, parce que du coup, rester jusqu'à la fin du générique, ça tease un truc, et c'est vrai que ça fait très. Ah, bah du coup, là, il n'y a pas. Du coup, là, on a parlé d'une espèce d'animal, la prochaine fois, on parlera d'une autre. Voilà, c'est vrai que ça fait très ça. C'est comme les Avengers. Oui, voilà. Non, mais quand on va arriver au tardigrade, ça sera compliqué, quoi. Moi, j'ai hâte, ça, par contre. Oh, les tardigrades. Les renards qui vont interagir avec des tardigrades, là. Mais oui. Ok. T'as pas pris le bon exemple. Roman, tu voulais rajouter quelque chose, je crois. Non, juste, pour moi, Disney fait un peu son rôle, en fait. Il y a un côté éducation, en fait. Pour une fois. Bien. Pour une fois, et ça fait plaisir de le voir, tout simplement. Voilà. Ok. Bah écoutez, merci, cher chroniqueur, pour cet avis sur Zootopie 2. On va tout de suite marquer une première pause musicale et vous m'avez pas l'air en forme. Du coup, laissez-moi vous remonter le moral avec ça. Oui. J'adore cette chanson. Il va chanter. Attends, la pause musicale, c'est toi qui vas la faire ? Jonathan, il comprend rien, il est perdu. Mais je suis plein de malaise. Il a pas chanté que j'ai déjà, je me sens mal. Attaquons l'exercice pour défaire les uns. M'ont-ils donné leur fils? Je n'en vois. Mais le pire, c'est qu'il entraîne. Pas un. C'est pas possible. Vous n'êtes qu'une. Non, mais attendez, stop, parce que là, je vous vois pas motivé. Non, mais il y a que Roman qui chante, non, c'est n'importe quoi. Il s'est coupé tout seul. Le mauvais joueur. Assume ton concept, frère, c'est bon.
faire de non, mais parce que moi à la base je voulais que vous chantiez avec moi, mais puisque personne chante, bah vous êtes rabat-joie. Bah si Roman elle chante. Mais vous me non mais y a que Roman. T'as cassé la vibe de Roman. T'as cassé son groove, t'as pourri son groove. Alors j'ai la ref, mais non, je me suis trompé dans les paroles. Non mais bon, vous m'avez stressé, voilà, puisque vous êtes rabat-joie, je vais choisir une chanson pour me détendre. Alors j'ai regardé dans ma playlist détente. Ah bah voilà, tout de suite un son très calme qui va me permettre de méditer. Les auditeurs, revenez. Ah, rien de tel qu'un peu de new punk metal japonais avec Maximum The Hormone et What's Up People pour se calmer et reprendre ses esprits. On va donc continuer cette soirée avec notre prochain film et il s'agit de... Oh Seigneur, le nouveau film de Yorgos Lanthimos. Bon, bah tout de suite Begonia. Good morning, Corey. Good morning, Michelle. I believe every company should strive to form a diverse table, to empower people of different skills and
every time. What is it? Skills and identities. To foster a new generation of... Okay, let's go again. They want you to think it's you, that it's you who made this world. But it's always been them. All we've lost, all that's been done to us, we're setting that right again. Greetings. Welcome to the headquarters of the human resistance. Where's my hair? Your hair has been destroyed to prevent you from contacting your ship. What ship? Your mothership? Okay. In the next 48 hours, the police and the FBI will begin a statewide manhunt. I'm a high-profile female corporate executive. I am crucial. In all humility, I can say that. Think of it like you abducted the governor, but worse. There is no possible scenario where you benefit from this incident. That was really good. My pulse is racing right now. I've done a ton of research on this. You're killing our planet. Alien fellas. I'm not an alien. You're lying to me. What's the difference? You know this is crazy. You know this is wrong. I know who you are. I know what you are. I know you too, Teddy. It's fine. It's cool. Deux jeunes hommes obsédés par les théories du complot kidnappent la PDG d'une grande entreprise, convaincus qu'elle est une extraterrestre déterminée à détruire la planète Terre. Alors c'est un film de Yorgos Lanthimos, donc on retrouve évidemment au casting Emma Stone dans le rôle de Michelle Fuller. Et on retrouve également Jesse Plemons qui revient après Kinds of Kindness dans le rôle de Teddy Gatz, Aidan Dalbis dans le rôle de Don, Stavros Chalkias dans le rôle de Casey Boyd et Alicia Silverstone qui joue Sandy Gatz, la mère de Teddy. Roman, est-ce que tu as aimé ce nouveau délire de Yorgos Lanthimos, mi-sexuel, mi-SM? Alors si je dois décrire ce film déjà en un seul mot, c'est bizarre. Vraiment, juste bizarre. Et justement, c'est pour ça que je l'ai adoré. Vraiment, j'ai passé un très bon moment. Enfin, très bon moment, je sais pas si c'est le terme, mais un moment bizarre où je me suis posé beaucoup de questions. Mais globalement, un bon moment. Déjà, les acteurs sont... Emma Stone est super. Michelle, c'est vraiment une connasse, mais... égérie de capitalisme, mais en même temps, une femme très intelligente qui bluffe beaucoup. J'adore le fait que on joue sur cette ligne fine de on sait pas ce qui est vrai, on sait pas ce qui est faux. Elle est dans le bluff constamment et c'est pour ça que le spectateur se demande mais où on en est, qu'est-ce qui se passe et se pose lui-même des questions et ça laisse un suspense assez constant dans tout le film. Vraiment, j'aime beaucoup. La musique est vraiment super, qui offre une certaine tension pendant tout le moment du film. L'image, j'adore. Je trouve qu'elle est très lisse, très franchement nickel. Et je sais pas, l'image, je trouve, renforce bien le mal-être de ces deux garçons qui sont quand même un peu pas très bien dans leur tête, très clairement. Et je pense que ça reflète aussi un peu une réalité des États-Unis. C'est que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se raccrochent à ces théories du complot, à ce genre de choses peut-être. Il n'y a pas que les États-Unis. Pas que, évidemment. Non, mais voilà. Malheureusement. Voilà, je fais une généralité. Mais voilà, non, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et la fin est absolument incroyable. Voilà, je m'attendais... Enfin... On s'y attendait un peu, mais pas forcément non plus. Voilà. Après, je dirais juste un petit truc, c'est que moi, j'avais pas trop aimé Pauvres créatures, par exemple. J'ai été mitigée. Mais alors, je comprends qu'on en a parlé avec Maxime. Le fait qu'un réalisateur ait des acteurs fétiches, je trouve ça très bien. Maintenant qu'il utilise absolument dans tous ses films,
Il y a un côté où je me dis, est-ce que ça limite pas un peu la créativité, tu vois, du réalisateur? Bah surtout que dans tous ces films, il la torture d'une manière ou d'une autre, donc tu vois, j'en ai marre. Dans Kinds of Kindness, ça se faisait littéralement violer en 4K, quoi, donc c'était super. C'est vrai. Après, il a pas tourné que avec elle non plus. Oui, c'est 3 derniers films. C'est la favorite, donc. Oui, 4 derniers films. Oui, 4 derniers films quand même. Quand même. Oui, mais quand c'est plus. Avec Jesse Plemons aussi, tu vois. Mais le rapport de Yorgos Lanthimos avec les femmes, j'ai quand même un peu du mal, moi, des fois. Je suis assez d'accord. Il y a aussi un court-métrage qu'il a fait récemment avec elle, donc ça fait pas que 3 longs métrages. Effectivement, il tourne tout le temps avec. Oui, mais on le dit pas, par exemple, de Scorsese avec DiCaprio, que ça limite sa créativité. Mais Scorsese, il torture pas DiCaprio. Puis Scorsese, il est Shutter Island et Wall Street. Oui, d'accord. C'est vrai. Et puis, pardon, je me permets de rajouter quelque chose, mais il y a un message quand même plus profond en dessous de tout ça. C'est ces entreprises qui utilisent des produits, des pesticides, des produits très nocifs pour la santé et qui n'en ont rien à foutre et qui n'ont aucune vergogne et ne vont s'excuser, soi-disant, 20 ans après les faits et après les conséquences que ça crée. Donc, il y a... Comment dire, Yorgos Lanthimos, je pense qu'il essaye de faire ressentir de l'empathie pour ces personnages. Il a un peu de mal, parce que c'est un peu dur de ressentir de l'empathie pour ces deux mecs quand même, je trouve. Mais quand même, un petit peu avec ces flashbacks en noir et blanc, ce genre de choses. Bref, je vous laisse continuer. Lucas, moi je me posais une question. Je sais que tu as vu, puisque pour rappel, ce film est un remake d'un film coréen de 2003 qui s'appelle Save the Green Planet. Et je sais, Lucas, que tu as vu l'original. Donc du coup, est-ce que tu peux nous dire c'est ton rapport à celui-là? C'est très différent de l'original. Okay. C'est vraiment très différent. Merci Lucas. Non, mais c'est très différent parce que déjà, au lieu d'avoir un homme et une femme qui kidnappent un homme, on a 2 hommes qui kidnappent une femme. Donc déjà, ça change. C'est un film de Yorgos Lanthimos, quoi. Et surtout, l'original est beaucoup plus comique. L'original est beaucoup plus comique, même si c'est de la comédie noire, c'est beaucoup plus comique. Là, on a un ton beaucoup plus grave, même s'il y a des touches de comédie, mais parce que c'est Yorgos Lanthimos, il y a toujours des touches de comédie dans ce qu'il fait. Mais j'ai quand même beaucoup aimé Bugonia. Je pense que je le préfère à l'original. Pourtant, je n'aime pas particulièrement Yorgos Lanthimos. Je peux pas citer un seul de ses films que j'ai vraiment aimé. J'avais bien aimé Kinds of Kindness, mais tout le reste, j'ai jamais accroché. Et là, je trouve que c'est pas mal. Je trouve que son propos est plus intéressant. Je trouve qu'effectivement, il y a une maestria dans la composition des plans. Je trouve que c'est tout le temps fabuleux, genre comment Yorgos Lanthimos compose ses plans. Après, c'est comme ça dans tous ses films. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que le film, il est en ratio 1,50, ce qui est un ratio un peu rare. Du coup, ça donne une image très carrée avec un look très particulier aussi. Tout à fait, surtout, coupe-moi. Oui, non, mais je complète ce que tu dis, je complète. Non, mais oui, j'essaye d'apporter des précisions. C'est comme me coupe depuis avant, donc voilà. Voilà. Toi, t'es une femme, c'est pareil. Non, mais du coup, je trouve que le sujet est très intéressant. On l'avait vu, je crois que c'était l'année dernière où il y avait eu un truc. Le symposium Exovision, un truc comme ça, où il y avait plein de gens qui étaient venus dans une salle en France pour parler du fait que les extraterrestres étaient déjà parmi nous et qui pouvaient établir des connexions avec les extraterrestres, avec leur fréquence vibratoire, machin. En fait, c'est très drôle et c'est quand même assez terrible. L'autre jour, j'ai croisé des gens qui voulaient ouvrir une ambassade extraterrestre. C'est une vraie anecdote. C'est super. Moi, l'autre jour, j'ai croisé des gens qui croyaient que la Terre était plate. C'est pas vrai, ça. Mais ça, vu que c'est la vérité, finalement, ils ont raison. Mais même le film, il fait référence à la Terre plate. Oui, alors le film fait complètement référence à la Terre plate. La Terre est plate dans le film. Complètement. Oui, la Terre est plate dans le film. Mais la Terre est plate dans le film, la Terre est plate dans la vraie vie. Excusez-moi. Non, mais c'est vrai que je trouve que c'est le film de Yorgos Lanthimos qui m'a le plus accroché. Aussi parce que je trouve qu'il arrive à lier la comédie et le ton très grave très très bien. C'est-à-dire qu'on rigole. Et puis après on se rend mais attends, pourquoi j'ai rigolé, c'est terrible. et c'est super. Et moi je ne spoil pas, mais j'adore voir des gens exploser. Donc finalement moi dès qu'il y a des trucs qui explosent, des gens qui explosent, moi je me retrouve dans le film. Bah du coup on va passer la parole à celui qui aime bien voir des voitures qui explosent. Maxime, toi tu as adoré le film. Alors il n'y a pas de voiture qui explose, il y a une scène, enfin il y a des voitures dans le film, avec des voitures sur une autoroute. Et d'ailleurs je soupçonne fortement que ce plan a été tourné au même endroit que là où a été tourné l'intro de The Walking Dead avec Rick qui arrive en cheval. On est ravis. C'est quasiment la même autoroute. On s'en fout. Mais bref, parlons de Bugonia. C'est super bien, Bugonia. C'est super bien. Pour reprendre justement. C'est super bien. Non mais on l'a vu avec Roman et moi genre les 5 dernières minutes j'étais bouche bée. Pareil. J'étais bouche bée parce que je me dis oh putain, ah ouais d'accord. Le gars il nous emmène à ce point là. Genre vraiment on a une très grosse critique justement de toutes les sphères complotistes qui sont en train de naître, notamment via les réseaux sociaux, etc. On a une critique évidemment environnementaliste, on a une critique sociétale, une critique j'ai envie de dire limite sur le capitalisme et les rapports entre les classes sociales.
sociale entre justement tout ce qui est la bourgeoisie, les PDG, tout ça, etc. et plutôt les classes populaires, et surtout les classes populaires issues des campagnes, et ça c'est ultra intéressant aussi d'avoir étudié ça. Et non, franchement, le film est ultra divertissant, il est drôle quand il faut être drôle, il est touchant quand il faut être touchant, il est très impactant et il te laisse sans voix quand il doit être très impactant et qu'il te laisse sans voix. Lucas l'a dit, mais l'explosion dont on ne dira que ça, je m'attendais à tout sauf à ça. C'est génial, les gens qui explosent. Faites des gens qui explosent dans tous les films. Si vous aimez pas le gore, évitez peut-être un petit peu. C'est pas non plus le plus graphique, mais sincèrement, non, le film est super bien et je l'apprécie grandement plus que par exemple Pauvre créature où j'avais été très mitigé. Surtout sur le fait c'était ma vision, mais sur le fait de réduire justement la libération de la femme et le simple fait d'assumer sa féminité au travers de la sexualité et que au travers de la sexualité qui pour moi était franchement limite. Mais là justement je me suis dit oh putain, un film avec Emma Stone, on va encore la voir à poil. Non, ça va. Ouais, il se retient. Il se retient. Elle a un peignoir, ça va. Elle a un peignoir. Il avait des pulsions, je pense. Il a même une chauve carrément là à ce stade. Et puis il y a un truc, à un moment il parle du fait qu'ils se sont castrés, fait une vasectomie. Oui, c'est ça. Non, ils se prennent de. Oui, c'est vrai. Ils prennent un truc. Ils prennent un truc, du coup ils sont castrés. Ils sont castrés chimiquement. Et je trouve, pour moi, c'est Yorgos Lanthimos qui fait. Cette fois, je ferai pas. Cette fois, je ferai pas. Mais non, sincèrement, Bugonia, c'est incroyable et waouh, sachant qu'en plus c'est très drôle parce que j'ai fait Bugonia et juste après j'ai enchaîné avec la voix de In Rajab. Ah oui, donc vraiment tu vois rien à voir. Non, mais c'est bien parce que du coup, toi aussi t'as fait une tentative de suicide après, non? Oui, parce que vraiment journée et éclate. Et surtout parce que après la voix d'In Rajab, j'ai vu Vie privée et là j'ai vraiment eu envie de mettre fin à mes jours. Ce sera après, plus tard. Voilà. Jonathan, qui n'a rien dit. Écoutez, moi j'adore ce que fait Lanthimos depuis le début, son art de la dissonance, du malaise, son goût du baroque aussi, et je trouve que le film en fait poursuit un peu quand même son œuvre globale, et il y a toujours un aspect misanthrope chez lui alors que certains le critiquent, mais moi que je trouve assez réjouissant. Je suis pas sûr qu'on est censé avoir de l'empathie pour les personnages, moi j'en ai pas spécialement, et je suis pas sûr qu'il y ait des, enfin comment dire, je pense au shérif, tu sais, enfin par rapport à l'histoire avec le shérif, un peu. Mais je comprends ce que tu fais. Un peu jusqu'à ce qu'il fasse certaines révélations. Mais en fait, moi je pense que c'est juste qu'il donne des informations sur ces personnages qui sont censés les rendre un peu attachant dans le sens où on comprend ces personnages, en fait, on comprend leur trajectoire. Oui. C'est plus ça. Mais on va pas effectivement être oh mon dieu le pauvre. Enfin, oui, on va pas surtout parce qu'on apprend après d'autres en fait, mais c'est juste qu'on comprend leur trajectoire. Cette misanthropie, je trouve elle va aussi comme avec un peu un sens de la bouffonnerie que le film épouse pas complètement, mais ça me gêne pas du tout. Et puis putain, Jesse Plemons quoi, il est incroyable. C'est un monstre d'incarnation. Ça me le fait pas souvent avec des acteurs affirmé comme ça, mais en fait le premier plan de l'écran je crois à 3000% à son personnage. C'est-à-dire pas un seul moment je me dis c'est Jesse Plemons qui est en train de jouer, je crois à fond le moins de ses gestes, de ses expressions de visage, de regard, le mec il est habité et je le trouve vraiment incroyable et comment dire, j'ai pas envie de minimiser sa performance, je trouve vraiment que c'est peut-être la meilleure sa meilleure performance et voilà, puis même le travail du cadre chez Lanthimos, il y a quand même une précision du geste qui est vraiment assez incroyable et le film joue aussi avec un effet un peu de twist ou de suspense. Moi vraiment pour le coup j'étais très premier degré, à aucun moment je crois qu'elle est spoil pas peut-être. Oui, je spoil pas. Oui, ne spoil pas. Mais du coup moi premier degré je ne crois à rien. Et de manière générale dans la vie, tu ne crois à rien? Je ne crois à rien dans la vie. Non. C'est pareil que toi. Non, sans je crois pas en mes rêves. Le film me surprend en fait constamment en jouant avec ça. Et oui, effectivement, si je continue à parler, je vais spoiler. Mais je trouve que sans dévoiler des éléments de l'intrigue, à la fin, le film en fait m'a fait une espèce de yo-yo où en fait il m'a un petit peu sorti du film avec un choix. Et il m'a tout de suite remis dedans avec le choix d'après. Voilà, c'est très abstrait ce que je suis en train de dire, mais les gens qui auront vu le film comprendront. Et ce que je trouve aussi intéressant, c'est que on est en train de voir quand même beaucoup de cinéastes à Hollywood, là, notamment sur cette année, se saisir un peu quand même de la folie des États-Unis. Il y a Ari Aster avec Eddington. Qui produit le film d'ailleurs, Ari Aster qui a financé le film. C'est pas étonnant. Oui, c'est parce que on retrouve le même malaise. Il y a une même misanthropie un peu chez lui. Il y a aussi Paul Thomas Anderson avec Une bataille après l'autre. Ouais. Du coup, je trouve ça assez intéressant que chacun, avec sa sensibilité, son regard et sa singularité, arrive à
avoir sa vision de ce qui est en train de se passer en Amérique et qui est le pays est en train de se diviser de manière assez dantesque et devenir complètement fou, quoi. Et je trouve ça assez réjouissant de le faire à travers ce prisme-là, ce goût de la dissonance et de la bizarrerie. Les décors sont très beaux aussi. Merci Maxime. Merci Maxime. Voilà. Bon, maintenant qu'on a parlé des nouveaux délires de Yorgos Lanthimos, je vous propose qu'on passe à autre chose. Et ça tombe bien car cette semaine, la réalisatrice Rebecca Zlotowski offre à l'américaine Jodie Foster son tout premier rôle en français et lui fait côtoyer Daniel Auteuil à l'écran. Pardon, c'était pour Daniel Auteuil. Ah oui, d'accord. Oui, on a le fan numéro 1 de Daniel Auteuil autour de la table, on rappelle. Alors on se plonge tout de suite dans Vie privée. J'ai pensé à quelque chose, Gabi, et je veux que tu le prennes au sérieux. Oui. Hein, ok ? Bon. C'est à propos de ma patiente. C'est la 3e séance que vous avez ratée sans prévenir, Paula. Au bout de 3 séances, je suis quand même en mesure de m'inquiéter. Je pense qu'elle était assassinée. Mais par qui et pourquoi ? C'est la question. Instinctivement, je dirais que c'est sa fille. Vous pensez que je suis responsable de la mort de votre mère ? Mon père le pense. Foutez le camp! Ma mère venait d'hériter si beaucoup d'argent. J'ai besoin que tu me crois. Moi aussi, j'ai envie de savoir maintenant. Bon, vous nous dérangez là. Je suis sur le point de coucher avec mon ancienne femme, alors ça suffit. Merci. Ah bah dis donc, tu voulais l'assommer, ta patiente, hein ? Quelqu'un a trafiqué ça. C'est son mari toujours qui récupérait les ordonnances. J'ai trouvé des choses compromettantes chez lui. Tu fais ses poubelles ? C'est mon boulot. Oh. I can't seem to face up to the facts. Psycho killer, qu'est-ce que c'est? Je sais ce que j'ai vu. Sa double vie, l'héritage de la femme. Ouais, pourri mon adolescence à cause de séparation. Tout ça pour... Liliane Steiner travaille comme psychiatre et est reconnue dans sa profession. Lorsqu'un jour l'une de ses patientes décède, elle s'inquiète. Liliane est convaincue qu'il s'agit d'un meurtre. Elle commence alors à enquêter de son côté. On retrouve donc au casting Jodie Foster dans le rôle de Liliane Steiner, Daniel Auteuil dans le rôle de Gabriel Haddad, Virginie Efira dans le rôle de Paula Cohen-Solal, Mathieu Amalric dans le rôle de Simon Cohen-Solal, Vincent Lacoste dans le rôle de Julien Haddad-Park, Loa Bajrami dans le rôle de Valérie Cohen-Solal, Noan Morgenstern dans le rôle de Pierre-Alan Passion-Fumeur, Wikipédia le précise, Sophie Guillemin dans le rôle de Jessica Granger et Frédéric Weisman dans le rôle du docteur Goldstein. Jonathan, qu'est-ce que tu as pensé de ce film ? Bah pour savoir déjà où je me place, j'aime beaucoup le travail de Rebecca Zlotowski qui avait fait très très bon film, Belle Épine, Grand Central, son meilleur film pour moi qui est L'Enfant des autres, qui fait toujours des portraits de femmes vraiment subtil et délicat, avec toujours un rapport aussi à la chair, à l'incarnation qui est très intéressante. Et je trouve que c'est Vie privée, un film très étrange où en fait j'ai une sensation, en fait la trame narrative principale ne m'intéresse pas du tout. C'est vrai que c'est un film d'enquête sur une psychologue qui va replonger un peu dans le passé d'une patiente décédée. Et du coup, je développe très peu d'intérêt pour cette trame narrative principale. Par contre, tous les choix qu'elle fait aux alentours du film, je les trouve vraiment très intéressants. Notamment, il y a une espèce dans le film de comédie de remariage avec Daniel Auteuil que je trouve vraiment très très belle. Il y a une alchimie entre les deux acteurs qui fonctionne du tonnerre, entre Jodie Foster et Daniel Auteuil. Et je trouve que voilà, dans ses à côté, le film est très intelligent, très précis, très doux. Mais il y a une espèce de trame principale qui a du mal à m'attraper, donc c'est vrai que je suis un peu dans un entre-deux, mais globalement je trouve quand même qu'il y a un vrai beau portrait de femme qui perd un peu, qui perd les pédales et qui essaye de retrouver un peu le chemin à travers les différents éléments que j'ai évoqués. Mais voilà, je pense que c'est vraiment pas l'un de ces grands films, mais je trouve qu'on y retrouve quand même beaucoup de ses obsessions et quelques-unes de ses thématiques qui sont traitées quand même avec justesse. Donc voilà, c'est vrai que c'est assez étrange toujours d'être face à des films dont on n'épouse pas à 100% la proposition, mais il y a quand même des choses à l'intérieur à sauvegarder, et notamment cette espèce de comédie de remariage que je trouve vraiment très touchante.
Maxime, je sais, je t'ai vu faire des têtes, je sais que tu as détesté le film, alors vas-y, dis-moi en plus. Bah, moi, j'arrive pas à comprendre comment Jonathan considère ça comme une comédie. Je n'ai pas ri à aucun. Je n'ai pas ri. Alors, est-ce que j'ai dit comédie ? Oui, à plusieurs reprises, t'as dit comédie de mariage. Après, j'ai dit comédie de remariage. Ouais, alors, moi, je rigole beaucoup, mais bon, ça, c'est un autre débat. Quand je dis comédie de remariage, c'est que l'objet et la nature de la relation entre Daniel Auteuil et Jodie Foster, notamment en termes de dialogue, est basé quand même sur des trucs un peu comiques. C'est de la douceur, c'est des petites punchlines, c'est des pics entre eux. Donc on est quand même pas sur un truc pesant. J'ai pas ressenti ça. J'ai pas ressenti ça parce que moi la seule chose que j'ai ressenti à l'égard de ce film, c'est un ennui mais intense. Vraiment, je me suis emmerdé devant le film, mais c'est horrible. Ça m'a rappelé ça m'a rappelé un visionnage. Ça m'a rappelé Moi qui t'aimais. Voilà, bah il y a Naomi qui peut, voilà. Tu vois le truc, Naomi, Moi qui t'aimais, c'est la même chose. Vraiment, l'intrigue est chiante, les personnages sont chiants, les scènes sont chiantes, ce qui se passe est chiant, ce qui est dit est chiant. Moi, j'ai soufflé tellement de fois pendant le film, tellement c'était long. Moi, j'ai pas aimé, j'ai rien aimé. La salle en plus est... J'étais en train de regarder. Il va parler de vieux. C'est le moment où il parle de vieux. Il y a toujours des vieux dans cette histoire. Je parle du Diago. Attention. C'est vrai qu'il y avait que des vieux. Petite anecdote Diago. J'étais au Diago pour regarder ce film. C'était un samedi. Ouais, bah tu vas au Diago qu'on allait voir. Oui. Un samedi soir aux alentours de 17h. On était salle 1. Il y avait la moitié de la salle qui était complète. Donc il y avait quand même pas mal de monde. Dis-moi moins. Un blanc dans toute la salle pendant quasiment tout le film. Genre, mais c'est monumental à quel point les gens n'avaient rien à faire du film. Et moi aussi, du coup, ça me rassure un peu quand même. Un jour, il faudra qu'on compile toutes tes anecdotes avec des vieux. Oui, on va en faire un short. Non, mais enfin, juste ce film, déjà, il y a un signe qui fait que je m'ennuie. Il y a un signe dans le film ? Non, mais il y a un signe qui fait que je m'ennuie profondément quand je regarde un film, c'est que ça ne m'arrive jamais, mais d'habitude, je regarde l'heure sur mon téléphone. Ça m'est arrivé 1 ou 2 fois. Là, ça m'est arrivé plusieurs fois pendant le film. Donc c'est dire à quel point vraiment c'était très long, très très long. Donc non, c'est pas. Moi j'ai regardé l'heure pendant que tu parlais. Voilà. Romane, qu'est-ce que tu as pensé de Vie privée ? Ce que j'ai pensé, bon c'est pas très sympa, mais je trouve que le film est un peu oubliable quand même. Oui. Voilà. Oui. Mais j'ai pas non plus passé un aussi mauvais moment. J'ai un peu ri à certains moments. T'as raison, la dynamique entre Daniel Auteuil et Jodie Foster m'a étonnée, j'avoue, mais est assez intéressante. Moi, c'est vrai que je dois bien avouer que j'ai pas vraiment beaucoup vu Jodie Foster, mais moi, je trouve qu'elle se débrouille très bien, qu'elle est très touchante, qu'elle est très intime. J'aime bien cette façon, ce défilement psychologique. Enfin, défilement, c'est pas le terme, mais bref, ce défilement psychologique où elle explore un petit peu elle-même ses propres émotions. J'ai adoré la scène, j'ai bien aimé la scène où elle va voir l'autre psychiatre, ou je sais pas trop comment on appelle ça, sophrologue ou je sais pas, qui va explorer vous savez, le truc du rêve là. C'est une hypnothérapeute. Voilà, une hypnothérapeute, excusez-moi. J'ai bien aimé, moi, cette partie-là. J'ai trouvé très intéressante, ça m'a bien plongé dedans, je trouve. Et puis, Virginie Efira n'est pas trop là, mais les fois où elles sont ensemble, je trouve qu'il y a quelque chose qui se passe, c'est intéressant. Après, effectivement, je me suis des fois un peu ennuyée, mais en même temps, ça passait bien, ça coule comme une eau de rivière. N'importe quoi. Par contre, il y a un truc moi que j'ai pas compris dans le film. Pourquoi Jodie Foster toutes les 5 minutes doit dire fuck ou shit toutes les 5 minutes, genre vraiment elle utilise l'anglais uniquement pour des injures. Ouais, mais elle le dit toutes les 5 minutes et à force c'est chiant. Ouais, et ça c'est un ressort du film, je trouve, qui fonctionne plutôt bien parce qu'il y a un rapport aussi de fascination, je pense, de Zlotowski. Il y en a qui veut parler, je crois. Non, vas-y, Jonathan. Il y a un rapport de fascination, je pense, de Zlotowski pour Jodie Foster, parce que Jodie Foster qui tourne en français, c'est vraiment pas tous les jours, quoi. Bah, faut pas qu'elle le fasse, du coup. Si. Mais du coup, voilà, je trouve qu'il y a un rapport assez malin et amusant sur ce rapport-là. Quand moi, je trouve une séquence qui marche très bien, c'est quand elle appelle quelqu'un, on lui dit elle est en vacances, ça fait. Putain, ils sont en vacances, fucking French. Tu vois, il y a des petites touches comme ça où il y a un jeu entre la cinéaste et l'actrice que je trouve vraiment malin, quoi. Après, pour le coup, bon, c'est plus personnel, mais moi j'ai découvert Jodie Foster il y a quelques semaines en découvrant Le silence des agneaux au cinéma, et
je ne vois pas du tout la même Jodie Foster dans ce film-là. Ouais, c'est normal. Parce que c'est pas le même film. Oui, alors vraiment, c'est pas pareil du tout. Et je me dis, il y a une régression de fou. Mais je suis pas du tout en train de tu es en train de comparer Le Silence des agneaux avec Vie privée. Non, vraiment, Maxime, ça n'a rien à voir. Parce qu'il y a un jeu dans Taxi Driver aussi, si tu veux comparer. Maxime, si tu, au lieu de dire des conneries, peut-être on peut laisser la parole à Simon, non? Laissons la parole au chef, alors. Ouais, toi, Samina Seri, on pourrait parler dans Taxi et dans d'autres films. Et dans déjà Atoman, Taxi, par exemple, déjà, voilà. dans Atoman. Et pourtant, il joue pas pareil. Hein. Et malheureusement, dans les deux, il est pas terrible. C'est marrant que tu parles de cette scène, Roman, là, avec la sophrologue, parce que c'est là où moi j'ai lâché un petit peu le film. C'est un film qui a énormément de promesses, bien sûr, hein, sur le papier, voir Daniel Auteuil et Jodie Foster. En couple avec Vincent Lacoste qui serait leur gamin, ça donne très très envie, surtout quand on voit que c'est Rebecca Zlotowski, comme tu l'as dit aussi, Jonathan. Les enfants des autres, c'était vraiment génial, mais malheureusement ça reste vraiment trop obscur en fait pour moi, et très parisien centré, mais ça c'est Rebecca Zlotowski en général, hein. C'est un peu ça limite aussi à elle. Voilà, c'est des petits bourgeois. C'est des bourgeois, oui. Grand Central, c'est Grand pas Central, un film, c'est vraiment pas un film de bourgeois. C'est le seul qui me manque, et effectivement. Et Belle Épine n'est pas un film de bourgeois non plus. Ouais, voilà, mais elle s'est embourgeoisée depuis que ça y est, elle commence à faire des films. Après, c'est pas un mal en soi. Il y a des très bons films. Je suis d'accord. La classe bourgeoise. Oui, mais sauf que elle, tu vois, direct, ça me fait un truc de putain, ça me saoule. C'est très parisien. Bon, et tout ça pour dire aussi que au niveau du scénario, j'avais envie de voir un petit truc vraiment d'enquête, et je pensais que Rebecca Zlotowski allait jouer sur ça, une petite comédie d'enquête pure, et au final tu t'emmerdes quoi, et je trouve que t'as des imbrications, des complications dans le scénario qui servent à rien et qui te font sortir du film, et ça m'a complètement déçu là-dessus. Et pourtant il y avait vraiment une belle promesse, et Jodie Foster, qu'elle continue à jouer en français, c'est pas la première fois en vrai qu'elle jouait en français, hein, puisqu'elle avait déjà joué dans un film il y a 30-40 ans, et puis elle jouait surtout dans Un long dimanche de fiançailles, qui est un film exceptionnel, mais avec un aussi gros rôle, oui, c'est la première fois, et faut qu'elle continue. Maxime, je suis pas d'accord avec toi. Après, moi, je suis pas d'accord avec toi aussi sur le fait que t'as dit que toi t'as commencé à être perdu à partir du moment où il y avait la scène de la sophrologue. Moi, c'est à partir du moment où je suis rentré dans la salle. Voilà. Merci Maxime, merci. Écoutez, nos débats sont désormais terminés. Il est temps pour nous d'organiser ce bazar avec le top de la semaine. Mais avant ça, je vais essayer de vous remonter un petit peu le moral. Non. Ah non. Merde. Mais écoutez, maintenant la régie t'a coupé la chic. C'est carrément la régie qui m'a coupé cette fois. Non mais il va que je chante. Non mais on va pas chanter. Allez. Mais il nique lui-même ses happenings. Ouais. Mais c'est triste. Que tu vivres ta vie. Signifie. En fait, t'aurais dû mettre Roman. C'est pas longtemps. Sans aucun souci. Philosophie. Et là je vois mon timing qui s'envole. Comme chaque semaine, chaque chroniqueur nous donnera son top 1, et on finira par le top de l'équipe de TCS. Roman, ton top 1. Zootopie 2. Jonathan. Bugonia, mais j'ai adoré Zootopie aussi. Maxime. Non, pas du tout. C'est Zootopia 2, évidemment. Zootopie A2. Zootopie A2. Donc vas-y, A2. Allez-y, A2. Voilà, j'ai regardé tout ça. Moi, je suis allé avec Lucas, on s'est pécho à la fin. Lucas, ton top 1. Zootopie 2. Et moi, ça sera également Zootopie 2. Pour le top de la semaine, on retrouve à la 3ème place un ex-aequo entre Vie privée et La voix du Inrajab, qu'on évoquera dans 2 minutes. À la 2ème place, c'est Bugonia, et à la 1ère place, Zootopie 2. Et bien, vu ce que j'en parle, qui a vu La voix du Inrajab très rapidement? Nous deux. Et bien, parlez-en. Vas-y, commence. Je trouve que c'est évidemment bouleversant et que c'est un témoin indispensable des horreurs qui sont perpétrées par l'armée israélienne, parce qu'on parle de l'assassinat d'une fillette de 6 ans et de sa famille. Voilà, je trouve que le film soulève aussi un débat sur la manière de fictionnaliser des images d'archives et du son d'archives, sur lequel il peut y avoir un vrai débat de fond que j'ai pas envie de soulever parce que je pense qu'on n'a pas non plus le temps. Mais je pense que le film est quand même, à voir, marquant, et oui, voilà, c'est un témoin indispensable, et j'ai envie de le prendre pour ce qu'il est, c'est-à-dire l'immortalisation d'une voix qui n'existe plus et qui nous permet de réaliser
l'horreur de ce monde actuel. Ouais, je suis totalement d'accord avec Jonathan. Vraiment, il y a un très beau jeu entre la fiction et la réalité dans ce film, et d'autant plus quand vraiment on a justement la présence des vrais enregistrements audio, des vraies voix de la jeune fille, et surtout qu'on a aussi la présence de vidéos qui sont filmées dans les lieux et qui sont incrustées directement comme si on filmait la scène. Donc c'est très intéressant, et puis évidemment ça parle de quelque chose qui est très d'actualité. Regardez, et dev to the IDF, comme on dit, voilà. Mais j'ai du mal à me positionner moi sur ce rapport à la fiction, dans le documentaire. Elle l'a fait très bien auparavant, mais là je ne sais pas si c'est bien ou pas. J'arrive pas à avoir d'opinion critique là-dessus. Donc c'est vrai que ça c'est un vrai débat de fond à avoir, auquel j'ai vraiment pas d'avis tranché, quoi. Mais c'est assez particulier pour le coup. Mais allez voir le film quand même. Oui, bien sûr. Vous avez juste fait un débat à vous tout seul, c'était très long. T'as vu, on n'a pas besoin de toi. Merci cher chroniqueur pour ces tops. On se plonge désormais dans l'ambiance des fêtes avec notre carte blanche. J'ai pris un accent. Oui, c'est vrai. Mickey, mince alors. Non, attendez, j'ai un message. Je dois vous dire quelque chose. Une chose importante, mais quoi déjà? Non, attendez. Chut. Oh, ça y est. Joyeux Noël, motherfucker. Prenez pas froid aux pieds. Chers auditeurs, puisque vous êtes hautement perspicaces, il ne vous aura pas échappé que nous rentrons dans la période des fêtes de fin d'année. Une période qui est toujours particulière pour le cinéma, avec de très grosses sorties, beaucoup de films d'animation avant une rechute violente de la fréquentation en janvier. Les fêtes, c'est aussi la période où la télévision rediffuse moult films pas toujours en lien avec Noël. Certains films sont d'ailleurs étrangement liés à la fête, comme les dessins animés Astérix ou encore Piège de cristal. Moi-même, ma consommation de cinéma change énormément pendant les fêtes, d'où ma question. Quel est votre rapport au cinéma durant les fêtes de fin d'année ? On ne choisit pas qui commence. Non, mais okay. Allez-y. Non, mais les films doudou, quoi. Un peu, les films d'enfance, ceux qui font du bien, qui réconfortent. Comme tu disais, Astérix, moi, à chaque fois, je regarde de nouveau les 12 travaux d'Astérix qui sont sur YouTube. J'adore. Et sinon, comme on en parlait, mais Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux. Le Grinch. Oui, le Grinch aussi. Oui, mais ça, c'est plus dans les films de Noël. Tu vois, il y a des films, je sais pas pourquoi tu les revois à Noël, parce que. Ouais, j'ai une grosse pensée pour Inès qui avait dit l'année dernière que son film de Noël c'était Orange Mécanique. Oui. Ah, c'est pas très réconfortant, effectivement. Non, chacun ses traumas. Lui, c'est Terrifier 3, donc bon. Ouais, mais moi j'aime bien les films d'eau, donc. Et t'aimes bien les gens qui explosent aussi. J'aime bien les gens qui explosent. Ça va, Lucas? Moi, en film de Noël, j'avoue Taxi 3 quand même. Voilà. Il fallait qu'il en parle. Jonathan, toi, c'est quoi tes films de Noël, Jonathan? Pour Albert De Niro. Il y a une voiture dans la neige, lui c'est son film de Noël préféré. Il se passe à Noël. Et surtout à Noël. Et Taxi 3. Ça se passe pendant c'est le gang des Pères Noël. C'est le gang des Pères Noël. C'est d'accord, mais super, on est content. Quelle fatigue. Un jour, il faudrait lui fermer son micro, lui. Ouais. Gremlins. Moi, je trouve. Enfin, en fait, il y a plein de films de Noël, mais il y a plein de films. Genre, on oublie que c'est des films de Noël. Les Mamans, j'ai raté l'avion aussi. C'est un film de Noël. Oui. Enfin, parce qu'il est sorti en juin déjà. Mais c'est vrai que c'est devenu un film de Noël, mais on l'oublie complètement. Mais moi, tous les ans, c'est le seul que je regarde, je pense. Mais c'est vrai qu'il y a un enfin, après moi, personnellement, après je change pas énormément mes visionnages selon une période de l'année. J'essaie de l'agrémenter, on va dire, mais il y a quand même, c'est vrai que cette tendance à retourner sur le film doudou en période de fin d'année. Ouais, c'est ça. C'est vrai que moi, il y a les sagas de ma jeunesse, c'était il y a fort longtemps. C'était un peu les sagas de ma jeunesse aussi. Non, mais voilà, c'était en noir et blanc. C'était en noir et blanc et en muet. C'était avec des mecs qui jouaient sur scène. Ça s'appelle le théâtre d'ailleurs. Ouais. C'était l'entrée en gare de la Ciotat. C'est clair à la bougie. Non mais voilà, les sagas comme Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux, c'est vraiment des univers sur lesquels en fait on a été plongé petits, qui nous ont fait rêver, et je pense qu'il y a toujours un peu cette magie du film doudou qui fonctionne vraiment. Là pour le coup, je n'y ai pas échappé, je me suis enfilé les 8 Harry Potter il n'y a pas si longtemps. Et sachant que le 3e est le meilleur et incontestablement. Dans la même journée. Dans la même journée, j'ai pas mangé, je me suis pas lavé. Non, Ah, c'est ça l'odeur. Oh. C'est bien, elle n'était pas attendue cette blague. Ouais. Non mais voilà, il y a ce rapport au film doudou qui est assez particulier, intéressant. Ouais. Noël chez les Muppets, Cusco, le les Père Noël est une ordure. Moi c'est pour un massacre. Enfin, c'est plus retour vers le. Moi c'est plus retour vers le futur. Même si du coup cette année je me suis fait en été parce que le Diagonal le repassait. Mais c'est vrai que moi aussi c'est un peu la période où j'augmente ma consommation en animation, mais peut-être plus de l'animation que mainstream. Je me refais toujours les Disney que j'ai pas vu à Noël.
pourtant je m'en fais pas d'autres dans l'année, mais à Noël je sais que c'est mon petit plaisir. Je vais acheter des DVD des Disney que j'ai pas vu et je me les refais dès que je peux. Tu les fais du coup parce que tu les as. Oui, mais du coup je m'en refais quelques-uns que j'aime bien. En film aussi, d'animation de Noël, le Pôle Express aussi. C'est vrai que c'est peut-être j'en reparlerai du Pôle Express la semaine prochaine. Et sinon les Ghibli à fond. Bien sûr, les Ghibli. Et il y a Klaus aussi qui était sur Netflix. Ah oui, c'est très bon film sur Noël. Ouais. Carrément. Et je vais rebondir d'ailleurs parce que c'est toi qui l'avais cité, il me semble. Il y a Winter Break d'Alexander Payne qui était sorti il y a 2 ans si je me trompe pas. Oui, c'est ça. Qui m'avait pareil. Je m'attendais pas du tout à un film aussi tendre et aussi doux, un peu vrai film de Noël quoi sur ce que ça raconte. Bon, ça se passe aussi pendant Noël, mais il y a c'était l'un des plus beaux films de Noël que j'ai vu ces dernières années sur vraiment l'esprit. Il en est où ce film dans les affaires de plagiat qui fait ça, j'en sais pas. Ça n'a jamais avancé. Ça n'a jamais avancé cette histoire. Ça n'a jamais avancé. Encore une affaire de plagiat. Il y a un gars qui l'a sorti. Enfin, un gars l'a sorti pendant les Oscars. Et ça a jamais avancé. Ouais, c'était juste pour faire le buzz. Jamais entendu parler de. En film de Noël que j'ai envie de me refaire aussi, c'est Violent Night que j'avais vu au cinéma et mais il y a le 2 qui sort l'année prochaine. Ah putain, j'ai trop hâte parce que je m'étais tapé une grosse barre de rire. Pourquoi tu te fais pas des bons films aussi? Oh, c'est rigolo. Je me fais Taxi 3, c'est un bon film. Taxi 3, c'est rigolo. Non. C'est bien Taxi 3 aussi. Ouais. Non, si, et puis la période de Noël, c'est des fois les cinémas ils organisent des trucs un peu sympas. Alors je pense le plus connu c'est la Ferie des Eaux au Grand Rex où ils diffusent souvent, c'est le Disney de l'année d'ailleurs, avec un spectacle sans lumière. Là, c'est pour Zootopie. Oui, c'est pour Zootopie, mais une année c'est pour chapeauter, tu vois, donc c'est pas toujours Disney. Et puis pareil, il y a le Pâté qui organise des trucs comme la Grande Journée des Enfants. Avec Mission Père Noël. Voilà, par exemple. oui, non, mais où des fois ils rediffusent aussi des vieux Disney. Il y avait le Livre de la Jungle il y a 2 ans. Est-ce que c'est des trucs que vous consommez, les événements de Noël au cinéma, dans les salles? Ça dépend, est-ce qu'il passe Mission Père Noël? Oui, cette année il passe Mission Père Noël. Moi j'ai pas On reparlera de Mission Père Noël. J'ai pas de cinéma proche de chez moi dans le Rhône, donc du coup. Ce qui explique tout. Voilà. Ce qui explique pourquoi j'ai découvert le cinéma il y a 3 jours. Voilà, c'est pour ça que je suis un inculte. Moi j'avoue que non, parce que des fois c'est un peu cher et puis j'ai pas le temps, donc voilà. Okay, super. Merci. Intervention utile. Sinon des films qui n'ont rien à voir avec Noël, mais que je regarde à Noël, je crois que c'était il y a 2 ans, ou je sais plus quand il est sorti, mais Wonka. Ah oui, Wonka, effectivement. King, je trouve que c'est vraiment le film de Noël qui n'a rien à voir avec Noël. Ouais, mais on comprend l'esprit quand même. La vibe est tellement géniale. D'une certaine manière, même Charlie et la chocolaterie, tu vois, j'ai envie de me le refaire à Noël. Ouais, mais moi je trouve que Charlie et la chocolaterie, il y a un truc dur, tu vois, qui est très Roald Dahl, mais Wonka, c'est tout doux. Oui. Et je sais pas, c'est une petite friandise à déguster à Noël. C'est une petite papillote. Merci, Maxime. Non, mais c'est une bonne comparaison, j'aime bien. Comparaison. Ouais. J'ai une question. Est-ce que vous regardez les téléfilms éclatés au son de la télévision? Non. Vraiment, des fois, je vois que derrière ça. Ah, j'entends que Naomi. C'est dimanche après-midi. Je suis pas du tout très fort. Moi, je ferai pas de remarques sexistes. Non, mais moi, j'ai pas de goût au point de regarder Taxi, mais quand même, quoi. Non, parce que vraiment, ça me fascine. Alors, chaque année, moi, je zappe et je tombe dessus et je regarde 5 minutes. Et c'est vraiment avec une VF. Ah oui, toujours. Ça, c'est le prérequis, ça. La fameuse scène sous le porche avec le geek et dessus. C'est toi qui fais la voix? Oui, c'est moi qui fais toutes les voix. J'avoue que c'est pas mal. Mais non, mais là, je me suis demandé parce que je sais qu'il y a des gens qui sont hyper friands, qui chaque année sont en mode dès fin novembre, début décembre, ça y est, c'est le retour des petits téléfilms de M6. Alors que c'est regarder 40 fois le même film par semaine. C'est cringe, vraiment. C'est vraiment le même scénario. C'est cringe, mais voilà, est-ce qu'on des fois on n'a pas nos petits plaisirs coupables? Et apparemment Naomi a beaucoup de plaisirs coupables. En plus, les titres de ces films sont toujours exceptionnels. C'est Noël chez ma mère, un amour de Père Noël, ma cousine de Noël. J'avais vu un où c'était sous le sapin. Une femme qui tombait amoureuse du Père Noël, qui était un espèce de beau gosse, un peu ténébreux et tout. Vraiment, ça me régale ce genre. Moi, j'aimerais bien écrire ce genre de scénario. Je pense que c'est assez facile. Est-ce que parmi les films de Noël qu'il faudrait pas réhabiliter, il y aurait pas 3615 Père Noël produit par Francis Lalanne? Si. Je vous assure que ça ne fait pas envie comme ça. Mes connaissances de ma part, expliquez-moi qu'est-ce que c'est que ce truc. C'est un film d'horreur, alors qui apparemment aurait inspiré Maman j'ai raté l'avion sur un gamin qui se fait attaquer par un type qui se déguise en Père Noël chez lui, qui est en fait un psychopathe qui cherche à le buter. Et c'est un film d'horreur. Ouais, c'est un film d'horreur. Par contre, je te promets que c'est trop bien. Genre vraiment, regarde Francis Lalanne. Et donc l'acteur principal, je le citais dans le quiz il y a pas longtemps, parce que c'est le neveu de Francis Lalanne et après il a bossé dans les effets spéciaux. Et le réalisateur c'est René Manzor. Voilà, et c'est le frère de Francis Lalanne. Vous avez vraiment réussi à placer C'est trop bien et Francis Lalanne dans la même phrase. Oui, parce que Maxime, je te jure, regarde 3615 Père Noël, c'est trop bien. Et c'est Patrick Fleurchel qui joue le Père Noël. C'est vraiment trop bien. Moi, j'étais pas conquis au début, mais quand tu vois le film, t'es obligé de... Tu respectes. Genre, je te jure, c'est vraiment bien, quoi. Bon. Voilà.
Bah écoutez, merci cher chroniqueur pour ce moment de pré-Noël cinéphile. Après s'être réunis autour du feu avec des histoires qui tiennent chaud, on va maintenant se friter en 2v2 avec le quiz de Lucas. The game is on. It's gonna be legendary. C'est la mer Noire. C'est votre ultime bafouille. I am sure, mais alors I am tout à fait sure que j'ai raison et que vous avez tort. Oh my god. What? No. Oh, hi, Mark. Anyway, lead on, allons-y. Et bonsoir, c'est moi qui anime le quiz cette semaine encore. D'un côté, on a Hugo et Roman avec Roman en chef d'équipe et de l'autre, Jonathan et Maxime avec Maxime en chef d'équipe. Première question, quel est le nom de ce quiz? C'est un rapport avec un des films chroniqués cette semaine. J'ai envie de partir sur Quizotopie 2. Non mais je te crois, allez. Allez, Quizotopie 2. Bugo Quiz. Bugo Quiz, Quizotopie 2, aucun point, c'était Quizonia. Musique de film, dans quelle œuvre entend-on cette musique? C'est un rapport avec un des films de cette semaine. Non. Alors que la nouvelle, c'est du grand standing. Comme un chaos sur le riz, se faire choper par le string. Ça même Hôtel Transylvanie. Hôtel Transylvanie, dans lequel en VO on a Andy Samberg qui est dans Zootopie et en VF Virginie Efira qui est dans Vie privée. Voilà, c'était la doublette. En or ou en bois, retrouver les vraies infos parmi ces propositions. Une adaptation du jeu Portal avec Ella Purnell dans le rôle principal a été annoncée. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Ça me paraît Moi je crois que c'est en or, j'ai déjà entendu ça. Crédible, mais bon, j'ai peur. Et moi je crois que c'est en or parce que Roman a fait oui de la tête. Tout à fait, c'est en bois. Merde. Merci, merci en bois. Donc, toujours 0 point. Dans Zootopie 2, on peut brièvement voir le personnage de Raya du film Raya et le dernier dragon. On peut brièvement apercevoir ce personnage. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? En même temps, il y a tellement de refs. Non, mais je passe beaucoup de temps sur Twitter, j'ai pas vu ça. J'ai pas envie d'y croire. Faux. C'est vrai, dans le marché, dans le marais, on a un lion de mer habillé comme Raya qui prend la pose de la première affiche du film. Ensuite, en plus d'avoir écrit la chanson de Shakira, Ed Sheeran prête sa voix à un personnage dans Zootopie 2. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Il y a Ed Sheeran qui prête sa voix. Moi j'ai envie de dire vrai. Moi j'ai C'est envie de en dire or. faux. C'est en or. C'est en or? Bon bah voilà, c'est en or. Merde, je suis con. Ah, les rangs débutants. Et oui, J'aurais donné un la point réponse. chacun. C'est en or, il interprète Ed Sheeran. Pour ceux qui regardent, voici qui c'est. Et pour ceux qui écoutent la radio, imaginez un mouton en bikini en laine. Voilà. Ah oui. C'est Ed Sheeran. C'est comme le gars sur masterclass. Michael J. Fox, c'est très très drôle. Cette scène Qui masterclass. joue Michael J. Fox. Les scores, on a 2-1, 2 pour l'équipe de Maxime et Jonathan. Yes, I. On passe au qui a dit cette phrase. J'ai toujours eu des problèmes de confiance en moi, ce sentiment de ne pas être à la hauteur. Ariana Grande. Croyez-moi, personne n'est plus Emma dur avec Stone. moi que moi-même. Aucune Margot. critique, aucun commentaire, aucun commentaire acerbe sur internet ne peut me blesser plus que mes propres pensées. Macaulay Culkin. Putain, je l'ai Non, vu ça. et c'est comme ça, je m'efforce de surmonter ça. Je travaillais à SNL, j'ai animé l'émission Moi 2 fois. Non, la première fois pendant le monologue, Lorne Michaels a Jimmy Fallon. glissé un mot à l'animateur lors de Judy la Foster. répétition générale. Non, il a dit tu sais, tout est une question Adam de confiance. Sandberg. Andy Non, Samberg. je ne sais pas si ça m'a motivé ou non. Jimmy Kimmel. Dis tout ce que tu sais et assume-le pleinement. La question, l'éternelle question, c'est en Daniel es-tu Auteuil. capable? C'était Adam Driver. Brendan Fraser en pleine promo pour son film Rental Family qui sort en janvier. On passe au quiz spécial. Alors, chaque année, on y a le droit et on a encore le droit cette année parce que c'est le petit bonbon, un quiz spécial Disney. Allez, Ça peut le faire on peut-être. Je commence sais pas. avec le qui c'est celui-là, qui est ce personnage, qui est Fredzilla. D'où il vient Fredzilla? Les nouveaux héros. Il vient effectivement des nouveaux héros. C'est le personnage de J.J. Ouais, Miller ou Donald Renew en VF. Une réplique, un film. Dans quel film peut-on retrouver cette scène? Basile. Non. Alice. Les Aristochats. Non. C'est un Damasien. C'est un Alice vieux. au Pays des Merveilles. Non. Bernard Bianca. Non. Bernard Mais c'est Bianca Bernard 2. Bianca. Écoutez, Bernard Merlin, le chanteur. écoutez. Oula. Tarzan. bande d'abrutis, Le livre de Le livre de la jungle. Le livre de la Non. jungle. Et plus vite que Vous ça. entendez des ânes, vous pensez au livre de la jungle? Ah, Pinocchio. Pinocchio, tout à fait. putain. C'est la scène traumatisante avec les ânes dans. Mais Ah mais oui. j'ai pas vu Pinocchio, moi. J'ai pas Mer- vu Pinocchio. Merci Ah, le merci. Québec. Ça fait Retrouvez très le longtemps. titre de ce film en français. Au Québec, ce film s'appelle Contes d'automne et de printemps. Je précise que c'est que des classiques d'animation Disney. Oh putain. Oh. Ok. Contes d'automne et de printemps. C'est un Intéressant. film sorti en 1949. Ah oui, mais merci. Blanche-Neige et les Ah bah, sept nains. Blanche-Neige. Non. Cendrillon. Belle Non, Bois mais dormant. c'est un de ceux qu'on connaît pas. C'est un de ceux que vous connaissez pas Merlin. peut-être. Pas du tout. Pas Merlin. Eh bien le truc c'était enchanté. Le Crapaud et le Maître d'école. Ouais, super, merci Lucas. Rien à Merci. voir. Ah mais je. On passe au jeu des synonymes. Je vais vous dire des synonymes. Vous retrouvez le film derrière. Très grand reptile fossile, quadrupède de l'ère secondaire. Dinosaure. Dinosaure, tout à fait. Ça fait un point en plus pour l'équipe de Hugo et Roman. On est donc à 2 à 3. Merci, Sens Critique. Alors je vais vous lire une critique Sens Critique, vous devez retrouver le film 3 à 3 donc. Bon,
C'est de ma faute, je n'avais pas regardé. Oui, le Roi Lion, tout à fait. Je finis quand même. Bon, c'est de ma faute, je n'avais pas regardé un Disney depuis presque plus de 10 ans. Alors bon, j'ai peut-être perdu l'habitude de la merde. Bref, sans grande surprise, le personnage principal est con comme un balai. Le personnage féminin est juste là pour être la salope de service. Le système monarchisto-patriarco-paternaliste, c'est le bien. Les musiques sont bidons et c'est dessiné avec les pieds. Vous osez mettre ça à vos enfants. Bon, la bonne nouvelle, c'est que dans ce néant intellectuel, le héros n'a d'autre choix que d'obéir à son destin. On ne s'ennuie pas trop. Les 90 minutes passent heureusement assez vite. C'est Maxime qui a écrit ce critique ou... On passe au sacré film. Oui, bien sûr. Alors, c'est donc Maxime et Jo qui vont commencer. Je vais vous dire des films Disney et vous allez me dire lesquels ne sont pas des adaptations. Ok. Attention. Bienvenue chez les Robinson, est-ce que c'est une adaptation? J'aurais tendance à dire oui. Ah, mettez-vous d'accord. Ah, la coordination. Ça dit non ouais, mais je suis pas sûr. Peut-être plus sûr de moi. Alors, j'aurais tendance à dire oui. Oui, c'est une adaptation, tout à fait, ça fait un point en plus. Chicken Little, est-ce que c'est une adaptation? Non. C'est une adaptation d'un conte européen, on connaît pas l'origine, on sait simplement qu'il date d'avant 1823, donc c'est vieux. Wish, est-ce que c'est une adaptation? Non. Non, Wish n'est pas une adaptation. Et enfin, Les Aventures de Bernard et Bianca, c'est une adaptation? J'aurais tendance à dire oui. Je crois que c'est... Non, je dirais non. Mais vas-y, dis oui. Oui. Oui, tout à fait, c'est une adaptation, ça vous fait donc 3 points en plus, vous avez 7. Hugo, Roman, est-ce que Les Nouveaux Héros, c'est une adaptation? Oui. La comics Marvel. Je dirais oui. C'est une adaptation d'un comics Marvel, effectivement. Est-ce que Encanto, c'est une adaptation? Non, je crois pas. Non. C'est récent. Non, c'est pas une adaptation, Encanto. Est-ce que Avalonia, c'est une adaptation? Putain, je l'ai pas vu. Non, c'est pas une adaptation. Je dirais non aussi. Avalonia, pas une adaptation. Et enfin, est-ce que La Ferme se rebelle, c'est une adaptation? Oui. Non, c'est George. Non, c'est pas une adaptation, La Ferme se rebelle. Non, c'est pas les. Non, La Ferme se rebelle n'est pas une adaptation. Donc vous passez à 7 à 7, c'est beau. Merci. Pas tourné, laquelle de ces célébrités françaises n'a jamais fait de doublage dans un classique d'animation Disney? Elise Moon, Gad Elmaleh, Philippe Lachaud, Richard Anconina ou Cadmerade, lequel n'a jamais doublé dans un film d'animation Disney? Un classique d'animation Disney. Est-ce que tu peux redire les noms, s'il te plaît? Elise Moon, Gad Elmaleh, Philippe Lachaud, Richard Anconina ou Cadmerade. Lachaud, ça me dit rien. Ouais, Lachaud, ça me dit rien non plus. Ça me dit rien non plus. Allez, Lachaud, il a fait Transformers. Allez. Lachaud. Tout à fait. Cadmerade est dans Frères des Ours, Richard Anconina dans Volt, Elise Moon est dans Pocahontas et Philippe Lachaud est dans La Ferme se rebelle. C'est Gad Elmaleh qui n'a jamais doublé dans un Disney. Ouais, mais s'il a un Disney que personne n'a vu aussi. On passe au casting. Je vous dis un casting, vous devez retrouver le film. James Lipton, Dietrich Bader, Greg German. Tarzan? Non. Malcolm McDowell, Mark Walton, Chloé Grace Moretz. Non. Jody Maggio, Suzy Essman. Non. Macho Man Randy Savage. Mowgli. Non. Zootopie. Nick Swardson, Miley Cyrus et John Travolta. Miley Cyrus. John Travolta. Et c'était Volt, tout à fait. Ça fait un point en plus pour l'équipe de Maxime et Jo qui passe à 8. Musique de film, dans quel film peut-on entendre cette musique? Zootopie? Non, mais c'est un film récent. Wish? Non. Encanto? Non. Les Mondes de Ralph? 2. Les Mondes de Ralph 2, c'est Ralph 2.0, effectivement, c'est la musique d'Imagine Dragons. Est-ce que je peux avoir un point supplémentaire parce que je rappelle que c'est ton Disney préféré? C'est le premier, mon Disney préféré, pas le 2, désolé. Loupé. Mais ça, j'ai raté. Donc, qui est en tête? J'ai perdu les comptes, je crois que c'est vous qui êtes en tête. Normalement, il y a 9. Donc, Duel Time, vous avez le choix, 9 à 7, tout à fait. Vous avez le choix entre copain du directeur artistique ou jeu vidéo gaming. Déconne pas. Jeu vidéo gaming, allez. Jeu vidéo gaming. Lequel de ces personnages de jeux vidéo n'est pas dans les mondes de Ralph? Est-ce que c'est Sub-Zero de Mortal Kombat? Est-ce que c'est Chun-Li de Street Fighter? Est-ce que c'est Pac-Man ou est-ce que c'est Tails de Sonic? Alors, lequel n'est pas dans les mondes de Ralph? Pac-Man est définitivement dans les mondes de Ralph. Putain, je suis la réponse. Sub-Zero, je crois qu'il y a à la réunion des méchants aussi. Par contre, je crois qu'il n'y a que Sonic, mais pas Tails. Donc j'aurais tendance à dire Tails. Ok. En face, Roman, laquelle de ces célébrités françaises a-t-elle participé le moins de fois au doublage d'un classique d'animation Disney? Est-ce que c'est Jean Reno, Claire Kame, Anthony Cavana ou Fred Testo? Lequel a participé le moins de fois? C'est une bonne question. Le moins de fois. J'ai fait des stats, j'ai passé ma soirée d'hier à faire des stats sur les certains Disney. Mais tu as une vie. Il a fait un calque. Je dirais Fred Testo. Fred Testo? J'ai peur. Alors, Maxime, Chun-Li est effectivement dans les mondes de Ralph, Pac-Man est dans les mondes de Ralph et Tails est dans les mondes de Ralph. On le voit à un moment, on voit son portrait accroché dans le bar de tapeur. C'est Sub-Zero qui n'est pas dans les mondes de Ralph. Désolé, tu perds des points. En face, Roman, tu as donc dit Fred Testo. Ouais. Eh bien, Jean Reno est dans 3 films. Il est dans Atlantide, Le Roi Lion et Zootopie 2. Claire Kame est dans 4 films parce qu'elle est dans Zootopie 1, Zootopie 2, La Ferme se rebelle et Chicken Little. Anthony Cavana est dans 4 films. Vaiana 2, La Princesse et la Grenouille et La Ferme se rebelle. Et Fred Testo est dans 4 films. Volt, Zootopie, Zootopie 2 et Frères des Ours. Tu m'as fait miroiter. C'est donc Jean Reno
désolé, c'est Maxime et Jo qui gagnent le quiz cette semaine. Bravo, bon, bravo. Bien, serré. écoute, merci Lucas pour ce quiz. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Et on enchaîne désormais avec les recos de l'équipe. Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce. On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. Toutes les semaines, les chroniqueurs et moi-même vous faisons part d'un coup de cœur plus ou moins lié au cinéma. Petit tour de table, on commence par Romane. Oui, alors ma recommandation, c'est le film d'animation japonais L'œuf de l'ange qui est sorti en 1985. Il a été fait par le réalisateur de Ghost in the Shell et maintenant j'ai oublié son prénom, désolé. Je crois que c'est Mamoru Oshii, un truc comme ça. Mamoru Oshii, désolé. Et c'est en gros, c'est une histoire un peu particulière. C'est une petite fille qui déambule dans un monde, un univers très dark, hein, très sombre. Non, dis pas trop parce que je l'ai pas vu et je vais dimanche. Non, mais il y a pas grand chose. Je suis un grand fan de Ghost in the Shell. Je dis pas de spoil et arrête de me couper. Pardon. Qui déambule dans un univers qui me fait un peu penser à Bloodborne par exemple, le jeu vidéo. Et il y a très peu de dialogue. C'est très mystérieux, très énigmatique. La musique est magnifique, qui t'emporte dans un univers vraiment très particulier. Donc vraiment, foncez le voir. Il est au cinéma là, le 3 décembre et il va revenir au Festival d'Annecy en juin. Voilà. Ben, merci. On enchaîne avec Jonathan. Alors moi, ça sera The Chair Company. C'est la bombe comique originale de HBO que j'avais pas vu venir. Oui. C'est un trip délicieusement absurde et paranoïaque qui fait de situations banales des enjeux d'angoisse comique particulièrement savoureuses. C'est Tim Robinson qui est à la tête de ce petit bijou. Je peux que vous le recommander. Maxime et Naomi qui vont encore parler de voitures. Vroom vroom les voitures. Vroom vroom les voitures. Voilà, vas-y, fais la reco. Vas-y. C'était une super reco. Bon, alors, la reco, c'est la dernière vidéo de Sylvain, simplement, où il décide, tel le fou qu'il est, de mettre une voiture dans une piscine et d'essayer de la faire flotter avec des bouées et des frites de piscine. Et c'est juste tellement drôle, voilà. C'est extrêmement drôle et bien sûr Sylvain Smash. Smash tous les jours Sylvain, voilà. Lucas, relève un peu le niveau par pitié. Bah moi écoute, ce sera, je pense vraiment relever le niveau parce que je vais vous proposer un événement qui est vraiment historique. C'est le Saturday Night Main Event qui aura lieu le 13 décembre. Vous pouvez le regarder sur YouTube et ce sera le tout dernier match de la carrière de John Cena. Donc vraiment c'est historique, c'est le tout dernier match de sa carrière. Après il prend sa retraite. C'est gratuit sur YouTube à 1h du matin le 13 décembre. Et donc je vous encourage vraiment à regarder ça parce que ça va être absolument fabuleux, je pense. Je peux pas, j'ai aquaponé. Là, c'est à 1h du matin, t'as aucune excuse. J'ai la cellule fact-checking dans la régie qui m'informe que l'œuf de l'ange est passé à Annecy cette année en fait. Il passera pas l'année prochaine. Ah oui, pardon, je dis de la merde, excusez-moi. Voilà, non, mais ce serait pas la première fois. Parce que je suis une femme, c'est ça? Allez, ça va être un release trop long. Moi cette semaine je vais vous parler de mon petit plaisir en cette fin d'année, c'est les chocolats chauds avec un peu de cannelle. Je vais pas faire très long parce que tout le monde a compris que c'est trop bon. Voilà, vous pouvez faire ça avec du lait animal si vous êtes un monstre, mais sinon je vous recommande le lait végétal, le lait d'avoine étant mon préféré. Voilà, n'hésitez pas, c'est très bon et faites-le son cacao, faites-le avec du chocolat que vous faites fondre, c'est tout de suite plus délicieux. Avec un petit peu de miel et de cannelle, c'est toujours délicieux. Merci du conseil. Il est l'heure de refermer ce 12e épisode, alors merci à mes chroniqueurs Roman, Jonathan, Maxime et Lucas, même s'ils ont été rabat-joie tout le long. Merci à nos amis de la régie avec Yannis au son et Simon à la vidéo qui m'ont engueulé pour mes chansons pendant les pauses, c'est monstre. Merci à la bouteille de Ciao Kombucha qui m'a accompagné durant toute l'émission. De fait, merci d'Asqueezy. Pour suivre nos actus, c'est simple, ça se passe sur Facebook, Instagram et TikTok où vous pouvez également retrouver les meilleurs moments de l'émission en format vertical. Pour le replay, ça se passe sur YouTube ainsi que toutes les plateformes de podcast. Et pour le news de Maxime, je vous laisse voir ça avec lui. La semaine prochaine, c'est... Non, merci. Je suis pas au courant, il se passe quoi là? La semaine prochaine, c'est l'homme de ma vie, Lucas, qui aura la lourde tâche de présenter l'émission avec 3 films au programme, et pas des moindres, Five Nights at Freddy's 2 d'Emma Tammy, Gérald le Conquérant de Fabrice Eboué et Jake Ellie de Noah Baumbach. Et bon, on va finir sur une dernière pause musicale, mais quand même... Bon, vous savez quoi, à la base j'étais parti sur la magnifique The Only Way to My Heart de Foxy Shazam pour conclure cette émission, mais moi à la base je voulais chanter du Disney, on m'a pas laissé faire. Alors je décide que ça suffit. C'est moi qui fais qu'est-ce que je veux maintenant. Alors je décide que c'est la dernière pause musicale, c'est moi qui chante une chanson Disney. Et vous savez quoi, même que j'ai modifié les paroles pour faire mon propre truc, et même que Maxime et Lucas m'ont aidé à réaliser un clip qu'on écoute tout de suite, et même que j'ai même pas besoin de dire le titre parce que vous allez reconnaître tout de suite la chanson. Alors tout de suite, le final de cette spéciale Disney. Le micro se ferme doucement dans la nuit, le silence règne à son tour. Un studio de solitude, je veux être là pour toujours. Cette force qui est en moi me guide jusqu'à demain.
Rien de bien plus fort ne me force la main. Calme-ton, je ne chante pas. Canalise-toi, l'émission perdurera. Ils sont pas drôles, pas originaux. Rien de bien beau. Libéré, délivré, je ne me calmerai plus jamais. Libéré, délivré, c'est décidé, je chanterai. J'ai laissé mon enfance à Mickey, il me l'a volé. Disney aura raison de ma liberté. Quand je prépare l'émission, j'essaie d'en faire des tonnes, sans retenue, maîtrise ou brouillon. Je veux que leur cœur résonne. Je veux faire ce que je désire, de 7h30 de plaisir. Le ridicule va te faire voir, faire voir. Libéré, délivré, la célébrité c'est pour moi. Libéré, délivré, non ne me retenez pas. Mon enfance, elle est à Mickey, il me l'a volée. Mes happenings sont fous et rien ne les dépasse. Je me libère en faisant le con et je fais rire les masses. Mes idées sont extra, je vais me les voler. Ils me méritent pas, cette fois c'est terminé. Libéré, délivré, ils ne peuvent plus m'arrêter. Libéré, délivré, Hugo plus dominé. Mon enfance, elle est à Mickey, il me l'a volée. Disney aura raison de ma liberté.